Bonjour, bonjour à toutes et tous, et en particulier un grand bonjour à toi, Benjamin. Merci beaucoup de me rejoindre pour cet enregistrement. Eh ben, écoute, avec grand, grand plaisir. Je suis ravi. Benjamin, tu as un parcours hyper intéressant qui m'a invité à te solliciter. Ce que je te propose, c'est que si tu veux bien nous parler un peu de ce que tu fais aujourd'hui, et puis si tu as eu une vie avant l'hypnose, dans quelle mesure elle a pu influencer ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui de plus spécifique. Avec grand plaisir. En fait, je pense que j'ai trois gros chapitres de vie. J'en ai un qui a commencé il y a 2 ans, où aujourd'hui j'accompagne moi des gens dans un programme sur l'audace et la visibilité qui s'est appelé Osons briller, là, qui est en train de bouger en termes de nom, mais enfin qui accompagne des artistes et des thérapeutes à oser, tu vois, la visibilité, à oser assumer leur originalité et se faire connaître. Donc ça, c'est ma pratique d'aujourd'hui, donc coaching mentorat dans un programme assez complet qui voit les réseaux sociaux, la gestion des vidéos, un petit peu de marketing et puis aussi toute la psychologie et l'émotion de l'exposition. Voilà, être vu, entendu, reconnu. Voilà, c'est un peu les challenges de mon accompagnement d'aujourd'hui. Ça, du coup, ce troisième chapitre de vie, il repose sur le deuxième, on y va en ordre décroissant, où j'ai été dans le monde de l'hypnose et c'est là qu'on s'est rencontrés. Donc avec dans ce deuxième chapitre, deux sous-chapitres, un où j'ai été praticien en hypnothérapie, on disait comme ça de mon temps, donc bon, en tout cas praticien, parce que le mot thérapie, je sais qu'il est un peu touchy aujourd'hui, mais j'ai accompagné des gens en individuel, et ensuite j'ai eu quelques années, 9 années de formation, donc en tant que formateur dans différents instituts d'hypnose, d'accompagnement, et avant ça, moi je travaillais dans le monde du cheval. Alors on pourrait se dire, ah, mais rien à voir. Et c'est là que, non, il y a des petits liens, puisque j'ai fait pas mal de trucs dans le monde du cheval. Donc le monde du cheval, c'était de 18 à 30 ans, ce qui me concerne, avec des années de période un peu de transition, puisque j'ai commencé l'hypnose vers 27-28 ans, mais tu vois, il y a eu des petites périodes comme ça où ça se chevauchait. Et là, j'ai été, bon, cavalier de concours hippique, éleveur, mais surtout comportementaliste. Et c'est en fait en comprenant et en travaillant avec les chevaux à problème de comportement, notamment sur leur peur, que j'ai compris beaucoup de choses sur les conditionnements animaux, le conditionnement animal, qu'on a aussi en nous. On a plein de points communs, nous les humains, avec les autres mammifères. Et j'ai aussi travaillé sur la gestion du stress des cavaliers. Donc tu vois, de comprendre le stress des animaux, le stress des cavaliers, l'hypnose ericksonienne qui m'a passionné avec l'art de la suggestion, les états de conscience, l'art de la communication, jusqu'à après formateur, voilà, animer des groupes et tout. Et puis voilà, donc je sais pas si c'est clair mon enchaînement des chapitres, mais ça c'est comme ça que je peux te l'expliquer aujourd'hui. Si, si, très clair, excellent. Et effectivement, moi, je connais pas du tout les chevaux par la culture générale et j'ai pas vécu d'expérience comme ça, mais ça me tente vraiment. Je sais que j'ai une collègue et amie que j'estime aussi, Marie Lisel, qui, pareil, travaille avec les chevaux. Et de ce que j'ai perçu, il semblerait que, comme c'est des proies, c'est des animaux qui sont très vigilants sur les dangers potentiels et qui ont l'air d'avoir une très belle sensibilité pour capter l'émotion de l'autre et qui du coup ont tendance à amplifier l'émotion du cavalier. Et donc, si le cavalier il a peur, le cheval va y réagir. Voilà, c'est un peu l'idée que je m'en fais. Et c'est vrai que de ce que j'ai perçu, ça a d'être une caisse de résonance en tout cas de l'émotion du cavalier. Et en tout cas, pour travailler avec le cavalier, ça a l'air assez chouette pour le mettre face à cette situation. Et après, par contre, effectivement, travailler avec le cheval, euh, je me fais des idées, mais j'ai pas de concret dessus. Mais je t'imagine en tout cas dans la nature, avec les chevaux et tout, ça a l'air vraiment extraordinaire. Ouais, il y avait un côté bon, très physique, un peu dangereux, et par rapport à ce que tu disais, c'est exactement ça, c'est des animaux extrêmement sensibles et réactifs à tous les stimuli de leur environnement. Et du coup, quand les cavaliers disaient mon cheval a un problème, en fait, le cheval, il réagissait simplement à des fois l'incohérence de ce qu'on lui demandait de vivre. Donc en fait, le cheval avait plutôt une solution, genre fuir, tu vois, là où c'était du coup un problème pour le propriétaire du cheval. Donc moi, je venais régler les chevaux, je venais régler les problèmes des chevaux, finalement en formant les cavaliers et les propriétaires sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'équitation éthologique. Donc éthologie, étude du comportement animal, alors dans son milieu naturel normalement, mais là du coup dans son milieu domestique. Et c'était vraiment. Et en fait, l'émotion que j'ai le plus travaillé avec ces animaux proies, comme tu disais, c'est la peur.
Et la peur, le cheval, ouais, il a des warnings de peur, il voit vraiment du danger partout. Il est câblé, genre, pour se protéger à chaque instant, quoi. Donc, un buisson qui bouge, un oiseau qui s'envole, un bruit inattendu, et bam, réaction puissance 1000. Donc, une espèce d'hypersensibilité, hyperréactivité comme ça à tout un tas de signaux. Donc, c'était très intéressant aussi sur la co-régulation émotionnelle. C'est-à-dire, tu vois, l'attitude d'un humain avec un animal apeuré. Au-delà de toutes les techniques qui existent aujourd'hui dans la psychologie, développement personnel, mais derrière, c'était vraiment le fondement de ça. C'est comment deux êtres vivants arrivent à s'influencer dans leur état, sur leur état. Tu vois, pour faire plus clair, un humain qui est quand même calme, posé, tu vois, autoritaire aussi, mais dans une bonne autorité, qui cadre, va rassurer le cheval, qui ensuite, bah, du coup, va se calmer et va être beaucoup plus confiant. Et voilà, enfin bon, c'était vraiment, ouais, c'est passionnant. D'ailleurs, ça m'arrive une fois tous les 2 ans d'animer une semaine d'équithérapie ou de développement personnel au contact des chevaux. Génial. Ouais, dans le Périgord, ça, j'avoue, j'ai gardé quand même un petit pied dans cet univers-là de temps en temps. Et je pensais pas qu'on tisserait autant ce film, mais avec plaisir de se laisser un peu porter par le flow et l'impro. Euh, j'ai l'impression aussi que, effectivement, tu nommais le cadre et le côté autoritaire. En hypnose, il y avait pas mal cette idée d'être très souple, de toujours adapter. Et même si c'est peut-être moins central à ton travail aujourd'hui, et je serais curieux de savoir comment tu faisais ça en formation, et aussi pour les gens que tu accompagnes dans ton programme, j'ai l'impression que justement être bien au clair sur le cadre, qui soit présenté et habité, incarné de manière solide est très rassurant. Et quand je me suis retrouvé en thérapie avec une psychologue gestaltiste, pour le coup, le cadre est assez clairement explicité, moi qui pensais aimer la liberté, je me suis surpris, tiens, c'est confortable en fait d'avoir l'impression d'être entre les mains de quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui sait où il va, même si évidemment, enfin, on ne sait pas forcément exactement la destination, mais une forme de maîtrise. Et je rajoute aussi, dis-moi, pareil, c'est pas du tout mon domaine, mais j'avais l'idée dans la tête que les perceptions des chevaux sont aussi particulières. Il me semble ils voient les choses beaucoup plus grandes qu'elles ne sont. J'avais un truc en tête comme ça, parce qu'un cheval, ça peut être très imposant par rapport à un petit animal, un buisson ou un être humain, et leur perception d'eux-mêmes par rapport aux autres, j'avais ce truc-là dans le champ, je sais pas si c'est réel ou si c'est mon imagination, qui avait un Non, non, décalage. t'as raison, ils ont en fait, ils ont une vue qui est différente de nous parce qu'en fait, ils ont les yeux déjà sur les côtés de la tête. Ils ont pas genre devant. Et du coup, ils ont une vue quasiment à 360 avec un angle mort vraiment derrière et un angle mort tout devant. Donc c'est un peu bizarre que nous on n'a pas par exemple. Nous la main est là, on la voit, tu vois. Eux vraiment quand t'es là, du coup les yeux captent pas. Après sur les formes et les couleurs et tout, en vrai, j'ai pas trop, je m'en souviens plus trop comment ils perçoivent. Puis des fois tu sais tu lis des théories et tout, faut que ça soit vérifié. Bon, voilà, bon. Après sur la notion de cadre, je trouve que tu touches à un truc important, c'est que en fait, le cadre, effectivement, ça rassure et que ça amène de la clarté. Pour moi, c'est hyper important. C'est-à-dire, effectivement, quand un praticien te dit, bon, voilà, la pratique qu'on va faire, ça va être ça. Ça va pas être, oh, on verra. Bon, on s'attend au moins à une pratique. Si tu vas faire un massage, bah, on te fait un massage. Et si tu vas faire de la naturopathie, bah, c'est de la naturopathie. Et puis de l'hypnose, c'est de l'hypnose. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de praticiens comme nous qui sont formés à plein de techniques et c'est génial, hein, c'est très riche, mais des fois, les clients, voilà, ils savent pas finalement ce qu'ils vont vivre. Ils s'attendent à vivre de l'hypnose et on leur fait autre chose. Bon, donc ça c'est important. Après, il y a le cadre un peu des fois du cadre des séances, tu vois, c'est-à-dire la durée, le nombre et je sais pas si c'est un peu sur ça c'est à ça que tu pensais, mais c'est vrai que dans les enseignements de départ qu'on a pu avoir, on a eu quelques enseignements en commun d'hypnose ericksonienne, il y a un côté très, alors, et même dans la manière de faire, très, et tu peux, si c'est bon pour toi, et à la lit, des suggestions tellement ouvertes, le côté tellement permissif, tellement position basse, qu'en fait ça confuse des fois les gens. Et alors même la confusion, qui est une technique d'induction, j'avoue, ça m'a amusé de temps en temps de remettre ça en question. C'est pas ma passion. Moi, j'aime bien comprendre les gens, en fait, et que les gens me comprennent. Alors, même si ça brûle le mental et tout, hein, il y a un côté où j'aime bien savoir où je vais, combien de temps ça va durer, où est-ce que ça peut m'emmener. Le côté aussi honnête de la promesse des moyens versus promesse de résultat, et puis des suggestions claires et simples. Enfin, plus j'ai évolué dans ma pratique de l'hypnose, plus j'ai été vers ça, quoi. Je sais pas. Je te rejoins, c'est vrai que et je suis assez fan du travail de Jordan Verro, qui m'a fait l'honneur de venir sur un de ses entretiens. Euh, Euh, Souvent, les gens, quand ils viennent faire de l'hypnose, ils sont plutôt de bonne volonté, ils ont plutôt de bonnes compétences hypnotiques.
enfin, j'ai l'impression que la majorité de nos clients, même si tu reçois plus en cabinet, la majorité des clients, des hypnothérapeutes ou praticiens en hypnose, peu importe l'étiquette, des gens qui font de l'hypnose, bon, tu leur fais de la suggestion directe en étant assez clair sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui va se passer. En général, ça, ça, ça suit assez facilement. Je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir accès à des techniques un peu type de confusion, justement pour assouplir quand les gens peuvent avoir du mal à, ou quand ils sont dans des rigidités, où ils ont du mal à dépasser peut-être oui, des modes de fonctionnement, des modes de pensée. Pareil, moi je faisais pas de fractionnement parce que ça me semblait pénible. Tu vois, t'es dans le Mm. confort de l'hypnose, en ressortir pour y replonger, je trouvais ça un peu artificiel. Et puis quand on m'a sollicité pour être formateur, je fais, ah zut, je peux pas trop enseigner un truc que j'ai pas pratiqué, donc je vais le pratiquer. Et puis tu te rends compte qu'en fait ça marche bien ce truc. Et donc c'est vrai que maintenant la confusion, j'utilise vraiment, tu vois, même pas tant pour l'induction, où ça peut m'arriver, mais par contre plus quand j'ai des suggestions un petit peu ambitieuses ou des suggestions stratégiques, de pouvoir l'amener, tu vois, si je veux, dans une projection ou dans une régression, assouplir un peu le rapport au temps, ou tu vois, remettre un peu, confusionner un peu sur l'identité pour rendre plus facile le fait de se réinventer. Mm. Mais voilà, c'est des utilisations stratégiques plutôt que je fais une espèce de bain confusionnant en espérant que la personne soit perdue et que du coup elle plonge en hypnose profonde et trouve toutes les solutions à l'intérieur. Ouais, voilà, et du coup qu'elle décroche trop. Moi, l'endroit où j'ai aimé garder ces méthodes, c'est dans un peu la poésie des hypnoses pour dormir, parce que j'ai pas mal enregistré aussi d'hypnose pour dormir. Donc là, le but à un moment donné, c'est vraiment que les gens n'écoutent plus, Hmm. qu'ils lâchent. Et c'est vrai que là, du coup, commencer à faire des phrases. Je dis poétique parce que du coup, mettre un peu de poésie dans des structures narratives où on comprend plus trop, parce qu'on rentre dans un truc un peu psychédélique, au final, un peu comme dans le rêve où ça a plus tellement de sens et tout. Là, ça fait sens. Et, mais encore une fois, au début, c'est clair, voilà, c'est un audio d'hypnose pour vous endormir, vous n'entendrez certainement pas la fin. Et puis, du coup, je vous invite à mettre, voilà, déjà votre téléphone, machin, prêt à dormir. Enfin, tu vois, expliquer aux gens que c'est ça qui va se passer. Et du coup, dans le cadre, je, je pense que, en fait, le cadre met donc de la clarté qui inspire à la confiance et que c'est ça l'ingrédient principal de toute manière tout accompagnement. C'est de se sentir en confiance avec quelqu'un et que cette personne elle-même, elle connaisse son cadre de pratique, ses limites aussi. Et en l'exprimant clairement à ses clients, bah, au moins on sait où on est, on sait où on n'est pas, et on sait ce qu'on va vivre et ce qu'on va pas vivre, quoi. Donc, important. Justement, ça me fait connecter avec une question que je n'avais pas imaginée. J'ai l'impression qu'il y a un équilibre, une espèce de cocktail dans l'accompagnement, la thérapie, qui mérite d'avoir de la sécurité, de la clarté et de la confiance, et une forme de douceur, un truc un peu bienveillant. Je mets plusieurs choses dedans. C'est peut-être un peu trop éparse, mais on verra comment tu l'accueilles. Et un côté un peu confrontant, un peu déstabilisant. Parce que si on n'est que dans du bisounoursisme, il y a Ouais. peut-être que c'est une projection, mais des chances que ça décale pas assez, ça déstabilise pas assez. Tu vois, j'ai l'impression que je me fais l'avocat du diable, je te pousse un peu dans tes retranchements, avec bienveillance et curiosité de savoir comment tu vas réagir. Tu vois, en étant très clair, voilà ce qui va se passer, voilà ce qu'on peut faire. Peut-être qu'on pourrait aussi limiter nos clients avec nos croyances. Donc je ne sais pas quelle articulation tu as déjà trouvé ou quand tu étais formateur tu transmettais pour justement avoir le meilleur des deux énergies, je dirais. Côté, voilà, on est au clair, je suis au clair sur ce que je fais, voilà comment ça va se dérouler. Et en même temps, un côté ouais, un petit peu magique, surprenant. Je ne sais plus qui disait. Moi, plutôt, je sais que je veux pas citer la personne qui disait ça par respect parce qu'elle me l'a demandé, mais moi, je veux que mes clients, ils viennent, qu'ils aient peur de venir en séance. Tu vois, ils sachent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Anne-Catherine André, qui fait une super formation sur les enfants, dit voilà, faut que les enfants et peut-être les parents, on refasse jamais deux fois la même chose. Je caricature hein, peut-être un peu son propos, mais pour que justement il y ait cette déstabilisation presque de manière systématique. Mm. Euh, bon, Ah, bon, il y a plein de choses dans ce que tu dis, mais voilà ce que ça m'évoque en tout cas, c'est que il peut y avoir une posture en fonction des problématiques et des demandes qui soit au final très, tu sais, dans la douceur, la compassion et l'accueil absolu. Moi, je l'appelle ça la posture un peu plus thérapeutique, des gens en souffrance. Et puis, tu as une posture un peu plus coaching, de gens voilà, qui viennent en mode justement pour se faire un peu pousser, tu vois. Et du coup, il peut y avoir une posture plus yang, plus
plus confrontantes sur des gens qui vont quand même déjà bien, qui sont pas trop fragiles et qui ont besoin d'être remués pour les faire sortir de leur conditionnement et quelque part, ça peut faire du bien. Donc, moi, c'est ce que je vois, tu vois, au-delà même de la pratique de l'hypnose, des approches très, je sais pas, méditation ou accueil ou écoute empathique et des approches très efficaces, plan d'action, euh, confrontation face à ses propres paradoxes en mode, bah, tu vois, un truc un peu. Et franchement, je trouve les deux, pour moi, c'est deux faces d'une même pièce dans l'évolution de vie. Il faut pas juste faire la mauvaise au mauvais moment. Si t'as Mm. quelqu'un qui, c'est un peu comme quelqu'un qui se blesse physiquement. Il va avoir peut-être un temps de repos total, il a juste besoin d'être coucouné, qu'on lui mette un plâtre, de la crème et qu'on le fasse manger. Et puis après, c'est rééducation. Et là, il faut se dépasser un petit peu, ça suffit maintenant. Il faut se pousser un petit peu pour remarcher, pour se remettre bien. Tu vois, c'est un peu l'idée que je m'en fais. J'utilise tu vois, des images un peu parallèles, mais et moi, du coup, dans la posture, je crois que ce que je délivre a été dans ces fameux chapitres de vie a été en lien avec ce qui m'a passionné à des moments. Donc j'ai vraiment eu une période de vie où j'étais très thérapeute entre guillemets dans mon approche, avec beaucoup de notions de libération émotionnelle, beaucoup sur l'empathie, la compassion. J'ai même été pas mal chez les bouddhistes, j'ai pas mal fait de méditation de pleine conscience. Parce que je pense que j'ai eu besoin aussi de ça à des moments, que ça m'a fait un bien fou de me réparer dans des contextes très accueillants, vraiment, mais doux, de grande, grande, grande douceur, un besoin de douceur infini. Et aujourd'hui, où je suis passé sur un mode de vie où j'ai aussi rencontré des coachs, tu vois, vraiment des coachs, et puis du coup, qui m'ont fait faire des choses, hein, du verbe faire, et plus du verbe juste être, là, voilà. Ça, c'est deux, en fait, c'est l'être et le faire, quelque part, un peu. Et ça m'a aussi bah, fait avancer très fort dans la vie. Et ça fait trembler un peu plus, ça confronte un peu plus. Des fois, ouais, c'est agaçant même les séances et tout ça. Et donc, bah, aujourd'hui, j'ai moi un peu plus une posture comme ça avec mes Mm. clients parce que j'ai changé, mais je sais basculer en fonction. Là, tu vois, en ce moment, j'ai une de mes participantes, moi je les appelle mes étoiles, qui a des gros problèmes dans sa vie perso et dans sa santé. Donc au moment où elle, je sais pas, où elle dit j'ai pas pu faire les challenges, j'ai pas pu avancer là-dessus, c'est pas là où je vais commencer à prendre une casquette de coach. Allez, ça va, les excuses pour pas avancer, tu vois. C'est bah en fait oui, là avec ce que tu me racontes, c'est vraiment dur, donc relax quoi. Il y a pas de souci, donc tu vois. Et c'est ça, moi j'essaie de m'ajuster avec ces deux manière de faire de l'accompagnement en fonction de ce qui se présente avec le bon sens que je pense être juste, quoi. Mm. Et ça résonne, je sais pas si tu es familier, il y a Stephen Gilligan qui, dans son bouquin The Courage to Love, Le courage d'aimer, qui présente quatre archétypes thérapeutiques. Il présente le roi ou la reine, le souverain, la souveraine, qui est là justement pour donner le cadre, un peu donner sa bénédiction, donner son aval, voilà, une espèce de truc un peu sécurisant avec de la hauteur. Il y a l'amour, lover, qui est vraiment, voilà, c'est ce que tu décrivais, côté accueil inconditionnel, bienveillant, câlinothérapie, important. Euh, L'autre que tu évoquais plus coach, il parle du guerrier, warrior. Là, c'est celui qui va pas, qui va couper le bullshit, qui va pas se laisser enfumer, qui est capable d'être un peu violent ou brutal. Ouais, quitte à ce que parfois, effectivement, si c'est mal placé, ça puisse être contre-productif. Et puis le quatrième, c'est le sorcier ou le magicien qui va être plus, tu vois, dans les forces subtiles de l'inconscient et de la suggestion, avancer caché, ne pas afficher ce qu'on fait. Et j'avais trouvé cette grille de lecture intéressante parce que déjà, elle permet de percevoir qu'il peut y avoir plusieurs casquettes ou plusieurs postures. Probablement que ceux qui nous écoutent, j'imagine que c'est ton cas, en tout cas moi je me suis retrouvé plus dans l'une ou plus dans l'autre et probablement qu'il y en a une qu'on a désinvestie ou qui peut-être qui nous correspondait moins. Et je trouve qu'il y a souvent beaucoup de richesse à aller explorer ce qui nous correspond moins, quitte à décider de pas le faire. Mais voilà, c'est là où il y a le plus d'assouplissement finalement ou le plus d'ouverture des possibles. Et en tout cas ce qui me touche dans ce que tu disais, c'est l'idée d'être le plus lucide possible, autant que faire se peut, hein, l'impossible nul n'est tenu, mais être le plus lucide possible sur où se trouve l'autre et quel est son besoin le plus juste, et quitte à pouvoir transiter effectivement d'une posture à une autre en fonction de la situation, quoi. Ouais. Bah c'est joli, je connaissais pas cette grille des quatre archétypes, mais ça me parle et je trouve ça très
très bien vu, quoi, bien sûr, ouais. Ce qui reboucle d'ailleurs, excuse-moi, je rebondis comme ça. Au début, quand tu disais être très clair sur ce qu'on fait, c'est un peu une posture de roi ou de reine, un truc souverain. Voilà, c'est ça le cadre, voilà, voilà l'architecture, etc. Et puis peut-être que parfois tu peux glisser, après avoir mis un cadre sécure, vers un côté un peu plus sorcier, où je vais faire des trucs que tu comprends pas ou que tu connais pas, mais justement pour t'aider à dépasser tes limitations acquises, quoi. Tu vois, des trucs comme ça. Euh, Ah, je sens que ça pique un peu, c'est rigolo. Ouais, ça c'est intéressant, ouais, parce que ouais, 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 je me rends compte que c'est un. J'ai peut-être des petites résistances là-dessus, mais en même temps, je trouve ça chouette. Et je vois que ça peut tout à fait être efficace. Ça me fait penser à des trucs un peu comme Jodorowsky avec la psychomagie, des trucs avec les cartes et tout. Et j'ai été hyper attiré par tout ça hein, pendant des périodes de vie. Moi, les cartes, même le côté ésotérique, du coup, le côté magique, mystérieux. Ouais, alors aujourd'hui, du coup, je pense que je l'explore pas tant que ça. Ouais, ok, ça vient m'interroger sur des points. Bon, avec toujours un espèce de souci, moi, à l'intérieur de grande honnêteté, de grande transparence, qui peut venir à des moments peut-être confronté avec ce truc-là. Voilà, bon. Dans mes représentations internes, hein, en tout cas tout de suite, c'est ça que ça m'évoque. Après, je te rejoins et je pense que ce qui est probablement important, c'est d'être aligné avec ce qu'on fait. Euh, Moi, là où ça résonne assez fort, c'est comment être le meilleur accompagnant au service des gens qui viennent nous voir. Et effectivement, euh, je sais pas, je suis jeune papa, donc je fais des parallèles avec l'éducation. Est-ce que je veux couper l'herbe sous le pied de la croyance du Père Noël à mes enfants? Tu vois, un souci d'honnêteté et de transparence. Je crois que c'était Bob Burns qui disait des white lies, des mensonges blancs pour les enfants, c'est-à-dire leur raconter une histoire qui, avec leur niveau de conceptuel, de compréhension, qui leur permettent de comprendre avec leur niveau conceptuel, quitte à ce que ce soit pas totalement vrai. Et donc, voilà. Et ce que je trouve chouette dans ce qu'on est en train d'explorer comme ça, de manière un peu impromptue, euh, c'est à la fois les valeurs, ce avec quoi on est aligné, et je trouve qu'il y a un côté ambitieux dans le sens sortir d'une forme d'extrémisme ou de... Les mots sont forts, mais c'est-à-dire, voilà, moi je fais c'est quoi, de l'honnêteté radicale, tu vois, je suis tout le temps transparent. Bah, probablement qu'être majoritairement transparent et honnête, c'est une bonne idée. Et les petites zones de la vie où ce serait plus adapté d'être un petit peu retors ou un petit peu filou, euh, je trouve que ça complexifie parce que c'est plus dur, tu vois, de se dire, tiens, il faut que j'ajuste et que je sois en Ouais. mesure parfois de changer de casquette. Et là, ça parle probablement de moi aussi, cette idée un peu naïve de se dire, voilà, c'est bon, une fois que tu as trouvé un truc, tu l'appliques tout le temps et ça marchera tout le temps. Eh ben non, si c'était comme Ah, ça se saurait. ouais, c'est sûr. Ah ouais, non, c'est intéressant le parallèle en plus que tu fais là avec les enfants et ton enfant et puis la croyance du Père Noël, ouais, complètement. Parce qu'il y a de la magie derrière, il y a de la magie, il y a de l'émerveillement en fait, hein. Donc c'est vrai qu'avec l'hypnose, ouais, on a des choses comme ça un peu, hein. Moi, c'est ça qui m'a aussi qui m'a attiré vers l'hypnose. Donc à un moment donné, elle vient nous chercher là-dessus. Puis bon, il y a des aspects, voilà, qui peuvent être très rationnels et très expliqués aussi aux clients, là, là, là. Et puis, ouais, non, non, c'est intéressant, ça, cette dimension-là. Sur le Père Noël, ça me fait reboucler. J'avais un post qui avait bien marché et c'était comment expliquer aux enfants que le Père Noël existe. Alors j'espère que je vais pouvoir le faire de mémoire de manière sympathique. C'est quand tu as ton enfant qui t'explique, mais je sais que le Père Noël n'existe pas. Et donc déjà, tu te challenges pour vérifier que l'enfant, il veut vraiment savoir, parce qu'une fois que tu sais, tu pourras plus ne plus savoir. Et du coup, de le prendre un peu à contre-pied, et dire, bah oui, il existe. C'est juste qu'il n'existe pas sous la forme à laquelle tu croyais. Il n'y a pas un vieux bonhomme avec un manteau rouge Coca-Cola dans les nuages ou au pôle Nord. C'est l'esprit de Noël. Et c'est le fait que euh, il y ait la générosité. Tu vois, moi, toutes ces années, je t'ai fait des cadeaux et tu pensais que c'était le Père Noël et tu m'as pas dit merci. Et j'étais content que toi, tu sois heureux et que c'est cette générosité-là sans attente en retour. Et maintenant que tu le sais, tu es un ambassadeur de l'esprit de Noël et tu devrais être le Père Noël pour les plus petits enfants, c'est-à-dire pouvoir être généreux sans attendre forcément en retour. Enfin, que le poste était mieux rédigé que ce que je dis là, ça paraît un peu moralisateur, mais tu Non, vois, mais ça rejoint ce qu'on disait, les ouais. niveaux de compréhension, parce qu'il n'y a pas de Père Noël, mais le rôle de parent, le rôle d'accompagnant parfois, même si on est rémunéré pour notre travail, il y a des postures comme ça de peut-être de désintéressement et ouais, je sais pas trop où je vais avec ça, mais Ouais, non, c'est joli comme tout. Et après, on rentre ouais, dans la symbolique et la dimension un peu de l'invisible quand tu dis l'esprit de Noël. Moi, je sais que j'ai aussi, tu vois, enfin, j'ai une grande ouverture d'esprit aussi même en vrai, du coup, à tout ce qu'on ne sait pas, ce qu'on voit pas.
je garde toujours une part de croyance très, bah, un peu spirituelle d'une certaine manière. Pas dogmatique, mais un peu spirituelle. Donc du coup, j'aime bien quand tu parles comme ça. Ça me plaît, l'esprit de Noël. Il Ah, existe, pas sous la forme. Mm. en tout cas, moi, c'est vrai que je me reconnais dans une posture assez agnostique, c'est-à-dire que je pense que c'est assez prétentieux de penser savoir. Et que même la science s'est toujours remise en question et finalement a affiné ses croyances pour arriver vers des croyances de plus en plus plausibles. Et dans le monde de l'hypnose et de l'accompagnement, voilà, affirmer les choses me paraît. Alors le problème, c'est que c'est pas très vendeur parce que c'est plus simple si on te dit, alors moi j'ai la technique miracle, tu l'as fait avec tout le monde en une séance, c'est réglé. C'est probablement plus facile comme message à porter et plus facile à accueillir, ça fait rêver, que quelque chose de plus modeste en disant, bah voilà, il n'y a rien qui marche avec tout le monde, faut bosser, il y a du travail, il y a le travail en formation, il y a le travail personnel. On va en parler parce que je pense que c'est aussi des choses que tu peux apporter à nos auditeurs et auditrices. Il y a un travail de développement d'activité, presque de marketing, de positionnement. Et voilà. Et par rapport à la promesse d'une reconversion facile, bon, après, je ne sais pas si c'était peut-être le cas à notre époque. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, une dizaine d'années plus tard, euh, la promesse des instituts, je ne sais pas. C'est comme je suis plus client des formations initiales, je ne me rends pas compte. Justement, toi, à la fois, parce que donc tu as été formateur, notamment dans une école plutôt d'obédience, en tout cas d'orientation spirituelle régressive, pendant un certain temps. Tu dis que tu formes encore à la psychonutrition, en tout cas pour des diététiciens et nutritionnistes, pour les enjeux plus émotionnels. euh, donc j'imagine que c'est ces enjeux voilà, de cadre et de positionnement. Et puis avec ton programme, effectivement, il y a aussi, je pense, tout un tas de pépites. Alors, tu peux pas tout nous donner parce que voilà, ça reste ton métier. Mais pour les gens qui nous écoutent, ouais, en termes de positionnement, marketing, excuse-moi, j'ai des questions qui sont complètement ouvertes, qui vont dans tous les sens. Je te laisse t'en saisir un peu comme tu le sens. Frappe un mot et hop, hop, je Ouais, c'est développe. ça. Mais après, avec le recul, c'est un peu maintenant ma marque de fabrique en tant qu'intervieweur. J'assume le fait de pas avoir des questions claires. Génial. Ah bah voilà, bah déjà tu as dit le mot que j'attrape là, c'est d'assumer. Alors voilà, donc du coup moi dans tout ce qui m'a passionné dans les problématiques que j'ai pu accompagner et dans ma vie personnelle, ça a été aussi d'assumer voilà notre originalité. Et pour faire le lien avec ta question très ouverte, quand on apprend voilà, bah, l'hypnose, hein, puisque c'est de ça qu'on parle, on est formé aux outils, on est formé, on a plein de protocoles, plein d'inductions, on a plein de principes de psychologie, tout ça. Et puis après, bah, on est diplômé, des fois, quand on nous fait un joli diplôme qui est en fonction des écoles, pas toujours reconnues par l'État, mais c'est OK. Je Et crois que je t'interromps tout de suite par nécessité de clarté. ouais, Il me semble qu'il y a... Non, c'est pas il me semble, c'est sûr. Il n'y a aucun diplôme d'État. OK. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc, il n'y a aucun diplôme qui est reconnu par l'État. Il y a des diplômes universitaires, mais qui sont l'apanage des universités, mais qui ne sont pas des diplômes d'État, comme il peut y avoir dans certaines professions. Et l'immense majorité des instituts délivrent des certificats. Voilà, des Qui sont certificats. même pas des diplômes et qui sont en vérité souvent même pas des certificats de compétences, mais qui sont plutôt des certificats de présence. Donc c'est dire qu'en Parfait. termes de le papier, souvent il est très beau avec des dorures parce qu'on veut que ça jette, mais en vrai il vaut pas grand-chose. C'est ça, il vaut pas grand-chose. Je pensais juste peut-être des fois, je pensais, mais comme je connais pas dans le monde un peu médical, certains, bon, mais enfin en tout cas, on est avec ça et à un moment donné, voilà, il y a quand même un enjeu chez beaucoup de praticiens qui sortent des écoles de se lancer en 2024, là, ou en tout cas récemment, les années 2020, et c'est pas facile, effectivement, il y a des nouvelles problématiques qui peuvent se poser. Donc là, on a parlé de plusieurs choses, du cadre, c'est-à-dire qu'est-ce que je propose? Est-ce que je propose voilà, du coaching, de la thérapie, de l'accompagnement, développement personnel, développement spirituel? Parce que hypnose, c'est très vague. Donc ça, c'est déjà des fois une première question de positionnement. Nous, on nous apprend, moi, de mon temps, on nous apprenait à, de mon temps, comme si j'étais vraiment vieux, mais bon. On nous apprenait des protocoles sur les allergies, sur la gestion voilà, des représentations, des croyances, recadrer des croyances, donc enfin rien à voir. Des trucs, on disait qu'avec tel protocole, on pouvait accompagner tout type de problématiques. Bon, c'était du coup très général, un espèce de tronc commun. Bon, très bien, hein, riche et varié. Mais après, pour se positionner aujourd'hui, entre ça, l'enjeu du positionnement, vraiment, qu'est-ce que je fais de manière claire, à qui je m'adresse, et puis, l'aspect, tu as lâché le mot tabou pour beaucoup de gens qui en plus sont dans des pratiques de cœur et humaines, le mot marketing. Bah, comment je fais pour travailler, quoi, en fait? Parce qu'à un moment donné, j'adore, je suis doué, j'ai de l'expérience,
Et c'est vrai que enfin, nous, je pense qu'on fait partie des gens qui ont développé vraiment des. Enfin, moi, j'ai développé vraiment des clientèles à plein temps. J'avais le cabinet plein. J'ai eu jusqu'à 80 séances par mois à une époque et tout. Et donc, c'était hop, objectif atteint, mais c'était il y a une dizaine d'années. Et après, je me suis demandé, mais comment est-ce que ça s'est passé? Ça s'est fait un peu de manière fluide. Et aujourd'hui, j'essaie de transmettre certains aspects que j'ai pu moi vivre, notamment en termes d'assumer, alors je reviens sur ce mot, d'assumer une posture qui soit le plus clair possible et d'oser se rendre visible, d'oser en parler, d'assumer de faire ça auprès des fois voilà, même de ses proches, de ses anciens réseaux, de ses milieux pro, et ça peut être un gros gros challenge. Et ensuite de le faire savoir, quoi, parce qu'il y a le savoir-faire et le faire savoir. Et il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Donc, et en assumant aussi une singularité, une originalité qui va faire qu'à un moment donné, on peut peut-être interpeller plus des gens qui vont être ce qu'on appelle dans le marketing, attention, attention, nos clients idéaux, ceux avec qui en fait qu'on kiffe déjà avoir, et puis avec qui on sera le plus efficace, quoi, qu'on apportera le plus de valeur, et là, je me rends compte, bah, en fait, quand on sort de l'école, tout ça, on n'en sait rien du tout. Sauf si, à la base, dans notre vie d'avant, on avait quelques notions, dans d'autres métiers, tu vois, mais sur le Mhm. marketing et tout ça. Sinon, moi, ça s'est fait tout seul. J'ai eu un peu de bol aussi, hein, parce que j'ai eu des coups médiatiques, des fois, qui se sont faits par synchronicité. Hein, je veux dire, pas non plus dire, ah, j'ai tout su faire. Ah bah oui, oui, moi, quoi. J'ai eu tu sais, enfin, je sais pas si tu avais suivi, mais une parution dans un documentaire qui s'appelle La puissance de l'intention, qui a fait des millions de vues sur YouTube, et c'est vrai que ça a participé à un moment donné à remplir le cabinet, on va pas se mentir, hein. Bon. Mais c'est pas non plus venu de rien, tu vois, c'est venu de, tiens, bah, moi j'aimais bien ces documentaires, je m'étais déjà connecté avec le réalisateur sur les réseaux, et puis le jour où j'ai reçu mes cartes de visite d'hypnose, bah, je les ai pris en photo, publiées sur Facebook, ça a l'air tout con, chose que font pas certains de mes clients, ou que n'ont pas fait certains de mes clients avant d'arriver dans les programmes, de juste dire, tu vois, c'est un truc basique, quoi, en fait, hein. On cherche les méthodes miracles, mais déjà de faire savoir juste, tu sais que je fais ça? Bon. Ben moi, c'était, oh, regardez, je raconte ma vie sur Facebook, tu vois, il y a 10 ans, je prends la photo, la carte de visite, et puis lui, bah, synchronicité, il tombe dessus, il m'envoie un petit message, ah, tu fais de l'hypnose et tout, je savais pas, donc ça m'intéresserait bien d'en parler avec toi, et puis au final, voilà, on se rend compte, synchronicité, il filme le truc et tout, et en tout cas, voilà, bon, ça c'est à la fois quand même, j'ai fait quelque chose, c'est pas tombé du ciel, on n'est pas venu me harceler dans ma maison, je sais que vous êtes là, vous, le génie de l'hypnose, donc j'ai quand même fait savoir, mais il y a de la synchronicité qui s'est créée, et aujourd'hui, je pense qu'il y a un énorme challenge ici. Et tu vois, enfin, c'est deux challenges, mais qui sont reliés. C'est le challenge de savoir son positionnement et savoir son cadre. Et tout à l'heure, avant qu'on commence le, le podcast, bah, du coup, j'évoquais Anne-Sophie Domergue, parce qu'en plus, je l'ai revue il n'y a pas longtemps, qui est hypno, et qui fait hypnose et voix, et notamment pour les artistes. Et du coup, là, il y a à la fois une hyper belle cohérence de carrière, je trouve, c'est-à-dire que son chapitre de l'hypnose se rajoute par-dessus des années de chapitres d'artistes. Elle s'adresse maintenant aux artistes qui montent sur scène pour développer leur expression verbale, que ce soit des chanteurs, prise de parole en public, charisme. Et c'est hyper clair en fait. Et du coup, elle communique là-dessus, elle est visible sur les réseaux, elle est visible dans les médias, et ça marche. Et donc c'est génial, quoi, c'est harmonieux, c'est mérité, c'est beau, c'est... Et pour moi, c'est un exemple. Ça veut pas dire qu'il faut faire comme elle, hypnose et voix, mais c'est un conseil quand même que j'ai tendance à enseigner dans mes programmes, c'est à un moment donné de voir où est-ce que nous, on est vraiment à notre place. Et ça a été du boulot pour moi, hein, à trouver, hein, cette place, hein, parce qu'avant j'étais généraliste, généraliste, hein. Dans une journée, j'avais des enfants de 10 ans qui avaient peur qui avaient la phobie ouais, des poneys justement, tiens, il y avait une cohérence, hein, avec mon parcours, mais et puis des gens qui avaient des problèmes de sommeil, d'autres le poids, d'autres le tabac, enfin des trucs, d'autres les eczémas, d'autres des trucs complètement farfelus, je prenais tout, tu vois. Donc maintenant, ouais, c'est plus ça. Ah, t'es content de m'avoir posé la question ouverte, hein? Ah, 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 moi j'ai bien joué le jeu, hein, je suis ah là parti là, dans l'ouverture. deux arborescences qui se rencontrent, ça fait un truc sympa. Non, je restais bloqué, tu as parlé de chance et je trouve que tu l'as très bien dit. J'adore cette définition de la chance qui dit que c'est un mélange de préparation et d'opportunité. C'est joli ça. Et du coup, il y a vraiment ça, c'est-à-dire tu as bossé, tu es préparé, tu as fait tes cartes de visite, tu les as mises, et puis il y a l'opportunité et tu la saisis ou tu la crées ou elle se crée. Et je trouve que voilà, ça répond à ce besoin d'être raisonnable
Entre c'est moi qui contrôle tout, il faut que je maîtrise tout. Ben non, il y a une part d'imprévisible dans la vie, de synchronicité, de choses qu'on maîtrise pas. Et en même temps, il faut un peu se bouger parce que si tu te bouges pas, la synchronicité, elle va pas venir te chercher dans ta grotte, quoi. Euh, et du coup, moi, je suis encore généraliste. Je reçois encore des demandes très variées. J'ai une spécialisation sur les accompagnements en entreprise où j'adapte les outils de l'hypnose aux enjeux professionnels. J'ai un bout de spécialisation parce que j'ai inventé ou développé le concept des dégustations amplifiées par l'hypnose. Mais tu vois, c'est vrai que c'est un enjeu chez moi où je pense que même si je suis assez content de là où je suis encore assez éparpillé. Et du coup, justement, ma visibilité est peut-être pas aussi ciblée que ce que tu décris. Euh, alors là, du coup, je me rends compte aussi que les podcasts et des entretiens, c'est aussi beaucoup pour moi. À les bases, je pensais que c'était pour diffuser au plus grand nombre. C'est vrai, mais c'est aussi Ah pour mon ouais. intérêt perso. Euh, c'est pas quelque chose qui se décrète. Probablement que s'il y a, tu vois, voilà, Anne-Sophie qui était chanteuse lyrique, il y a une vraie logique, c'est assez évident. Et en plus, elle a du plaisir à le faire. J'ai l'impression qu'il y a presque une idée d'ikigai. Là, tu te rappelles ce truc où là où t'es bon, là où le monde a besoin, là où il y a de l'argent, et j'oublie le dernier truc, là où tu as du plaisir à le faire. Pour les gens qui viennent te voir, euh, je sais pas si tu peux pas tout nous donner, mais quelques exemples de leviers ou de stratégies pour aider les gens. Si jamais tu décides de dire, voilà, je veux me positionner pour avoir ma niche qui soit bien claire, mon positionnement, mon personal branding, euh, comment est-ce que tu aides tes étoiles à justement Ouais. choisir leur trajectoire? Alors, pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a déjà d'identifier ce qu'on appelle notre zone de génie. J'ai adoré découvrir ça. C'est-à-dire, en fait, l'espace où je travaille. Donc, tu parlais de l'ikigai et je fais un truc payant, mais que je pourrais faire bénévolement. Genre, je vois un truc, plutôt que de rester à rien faire, je pourrais aller aider quand même la personne à ça. Et moi, j'ai eu un déclic. J'ai une amie qui est venue en week-end il y a peut-être 2 ou 3 ans à la maison et elle me dit, moi, j'adorerais faire un podcast, mais j'aime pas ma voix, alors qu'elle a une très belle voix et qu'elle est brillante. Enfin, et du coup, je suis là. Et là, à l'intérieur, j'étais là. Ah, mais attends, mais moi, je voyais tout le déroulé. C'était bon, quoi. Je pouvais lui faire 3 heures de coaching avec, enfin, une cohérence. Je voyais tout se dérouler et limite, j'attendais qu'elle me dise oui, oui, on y va, quoi. Puis bon, du coup, d'une certaine manière, on a avancé là-dessus, mais bref. J'ai eu surtout cette prise de conscience que là, il y avait ma zone de génie. Donc, moi, j'invite les gens à vraiment à se questionner sur ce qu'ils aiment, mais genre ce qui les fait vraiment kiffer dans le truc. Donc, des fois, ça peut être, tiens, bah, dans tous les derniers clients que j'ai eus, lesquels ont été vraiment ceux avec qui je me suis senti le plus à l'aise. Après, ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, les gens qu'on aime vraiment accompagner, encore une fois, sur notre positionnement, ils peuvent ressembler au nous d'il y a quelques années, ou d'il y a quelques mois, mais au nous d'avant. C'est-à-dire qu'ils ont en fait euh, des problèmes qu'on a pu avoir, nous on les a dépassés, et donc il y a une espèce de d'élan, je sais pas, naturel ou instinctif, enfin en tout cas une zone de génie à ouais, des gens qui ont vécu, je sais pas, je pense à Boris Cyrulnik, qui a vécu des très gros traumas dans son enfance, bien sûr devenu un grand psychiatre, qui travaille sur la résilience. Donc lui-même, il a vécu une forme de résilience, et puis après il s'est intéressé au process élargi. Ça veut pas dire que les gens qui sont ses patients ou ses lecteurs ont les mêmes traumas que lui, mais quand même, ça reste un sujet. Donc il y a un truc comme ça. Et, euh, et après, le troisième truc qui me vient avec ta question, et du coup, ça te concerne plus toi directement, parce que tu vois, quand on a un concept original et qui marche, par exemple, dégustation hypnotique, bon, moi je l'ai vu que chez toi, du coup, dans ma tête, c'est vrai que dès que je pense à toi, forcément, je pense à ce moment, puisqu'en plus, j'ai été client, je l'ai vécu, j'ai adoré. Et quand on a un truc qui fonctionne, et parce que, bah, en fait, on propose quelque chose, ça marche, donc il y a des gens, quoi, qui sont OK, et qu'on aime, et ben, des fois, l'éparpillement, parce qu'on ne veut pas lâcher d'autres choses, peut être au détriment du développer dans le sens du faire savoir le truc. Parce que à la base, le plus important, c'est d'avoir quand même ce qu'on appelle une offre qui matche avec un public, quoi. Parce que si on propose un truc que personne ne veut, bon. Mais tu vois, toi, quelque part, avec ce truc précis, bah, tu l'as proposé, c'était rempli, tu l'as reproposé, c'était rempli. Peut-être parfois tu l'as proposé, c'était pas rempli. Et tu as plein d'autres choses à côté. Mais c'est vrai que si par exemple tu te disais, bah tiens, allez, moi c'est ça quoi.
Mais je sais pas, ça se trouve, tu as aussi envie et besoin, parce qu'on a aussi en éparpillé, mais on a besoin aussi de diversité parfois. Il faut faire attention avec toujours les recommandations. Mais quand même, je vais au bout de mon idée. Et ben, une fois que c'est validé, que c'est cool, que le concept il est validé, que tu l'as testé, qu'il y avait des gens intéressés, qu'ils ont validé le prix, qu'ils en plus t'ont fait des retours trop bien. Bah après, il y a un truc à faire, c'est comment dire, l'optimisation régulière, et puis le développement, notamment, on en revient, du marketing. Une fois que c'est validé, bah en fait, en gros, faut ouvrir les robinets de faire savoir, quoi, et d'amélioration continue. Et c'est des fois ce qu'on fait pas quand bah, on sait pas comment faire, quand bah, on a plein d'autres trucs qui nous prennent un temps fou, donc on n'a pas d'énergie à mettre là-dedans aussi. On veut pas non plus lâcher d'autres choses. Et je t'avoue, moi, intérieurement, je suis souvent pris dans ce conflit, parce que alors, j'ai été plus qu'éparpillé, hein, c'est-à-dire que moi, c'était presque mon surnom, tu vois, éparpillé, genre un stage de 2 jours là, 1 heure de coaching là, une séance de VFT là, un sommet ici, de l'individuel, des stages, créer des nouveaux trucs sans arrêt, bon. Et je suis rentré dans un coaching, la méthode, c'était une seule chose, un seul réseau social, une seule offre, un seul client type, et 1 an de boulot que là-dessus. Ah oui, d'accord, et j'ai signé pour ça, parce que j'ai senti que c'était le contrepoids à ma tendance. Ouais. Et je l'ai fait, ça fait 2 ans, hein. Donc, pour moi, bon, c'est réussi dans le sens où j'ai mis beaucoup de travail et beaucoup de temps dans une seule offre. Et aujourd'hui, quand on me dit tu fais de l'individuel, non. Tu fais non, non, non. Donc pendant 1 an, c'est que ça. Si tu veux bosser avec moi, bah c'est vrai que c'est un programme de 3 mois, c'est un engagement, c'est un coût et c'est tout. Bon, pendant 2 ans, hein, j'ai fait que ça. Je suis en train un petit peu de réouvrir à d'autres petites choses pour quand même pas éteindre ce besoin de diversité. Mais voilà un peu mes 3 recommandations. Ça va être trouver sa zone de génie, là où on est juste au top. Quand on fait, on a plus d'énergie après qu'avant. C'est ça un peu presque la zone de génie. Reconnaître un peu le client avec qui on adore travailler, son profil type, qui peut parfois nous ressembler au nous d'avant. Et puis mettre des moyens quand on a validé un truc en fait qui est original. Enfin, pas hésiter à tambouriner l'info, que ce soit avec de l'organique, c'est-à-dire publier, faire de la newsletter, se faire inviter sur des podcasts, dans des lives et tout ça. Enfin, être là quoi, ou même dans du payant. Après, dans la publicité payante, après c'est encore un autre truc, mais pour le développer quoi en fait, hein. Voilà, ça c'est un peu mes trois conseils entre guillemets par rapport à ce que tu m'as dit. Je sais pas si je suis allé un peu trop loin ou si ça va. Non, non, génial, hyper inspirant. Du coup, j'étais en train de réfléchir jusqu'où je vais moi, parce que ça prend la forme d'un coaching Non, mais moi qui, j'adore, hein, vas-y, hein, franchement, non, moi mais qui a après je te vocation à donne être. c'est que mes idées et mes conseils. Encore une fois, tu sais, moi je suis pas sûr, enfin, j'ai comme toi, comment t'as dit, agnostique, c'est-à-dire que je suis pas sûr que ce que je dis ce soit vrai, mais en tout cas c'est ce que je pense. Je pense que tu peux filtrer, trier ce qui parle pour toi, ce qui parle pas. Même moi je fais ça, hein, tu sais, je me forme constamment à plein de choses, je teste. Mais ouais, avec ton concept, je le trouve cool et je me dis que, voilà. Bah, en tout cas, ce qui est sûr par rapport à ce concept de dégustation, c'est que ce que tu as dit est juste, ça marche bien. On a arrêté de le proposer pour des clients individuels parce que je pense qu'on avait fait un peu le tour de nos réseaux et qu'après, pour communiquer et faire venir des gens, et puis c'est pas nos cœurs de métier, je parle au pluriel parce qu'on faisait ça avec ma collègue Juliette qui est œnologue. Et donc là, le virage qu'on a pris, c'est plus de proposer cette expérience à des domaines ou à des châteaux ou à des entreprises qui veulent faire une activité spéciale pour leurs clients, etc. Et ça, c'est chouette. L'enjeu, c'est qu'effectivement, par manque de focus, et parce que c'est pas notre gagne-pain, si j'avais que ça, je pense que j'aurais bien mieux développé cette activité si j'en avais eu besoin pour vivre. Et comme j'ai mes sillons qui me permettent d'avoir mon activité économique, et donc effectivement, en tout cas, c'est venu toucher quelque chose en moi, de me dire, oui, bah, j'ai pas encore fait ce saut de me dire, OK, bah, je décide sur une période donnée de ne faire qu'une chose et de la faire à fond. C'est vrai que je suis assez admiratif, après, par des critiques plus ou moins fondées, ça je ne serai pas juge, mais de Giorgio Nardone, thérapie stratégique à Arezzo. Et lui, j'ai l'impression que ouais, il bosse sur les phobies. Il fait 1 an sur les phobies, il sort un bouquin et après il passe à autre chose et ensuite il forme des gens sur ces sujets-là. Et voilà, en tout cas, c'est vrai que
dans les tendances. Je me reconnais bien dans la tendance à l'éparpillement qui est géniale parce que ça permet de faire plein de choses, de tester. Je pense qu'il y a une capacité à se lancer aussi, à tester. Moi, je me reconnais aussi, j'aime bien créer du contenu. Donc, bon, voilà, ça, c'est les qualités de cette tendance. Et à nouveau, jeune papa, la vie qui passe, il y a plein de bonnes raisons aussi de devenir plus mature, aller vers, OK, comment est-ce que mon organisation est plus rentable? Comment est-ce que je peux ne pas réinventer l'eau tiède à chaque fois, ne pas refaire un contenu nouveau à chaque fois, parce que même s'il y a de la joie là-dedans, bah, le temps est incompressible et le temps qu'on a et l'intelligence qu'on a, on peut pas non plus les démultiplier à l'infini, quoi. Mm. Après, moi je me reconnais dans ton profil, c'est marrant, tu vois. Donc, il y a un autre truc qui a pu m'aider, des fois, c'était vraiment d'être aidé avec des collaborateurs qui sont complémentaires. Parce que nous, d'une certaine manière, créatifs, créateurs de concepts, c'est ce qu'on peut appeler aussi des visionnaires. Tu vois, tu as des visions et tu fais, c'est créatif et tout. Mais après, le boulot, par exemple, de gérer un projet, de déployer une communication, bon, bah, ça peut peut-être être, du coup, c'est pas un peu laborieux, un peu difficile, c'est autre chose, vraiment autre chose. Et si trouver le moyen de se compléter avec des fois un bras droit ou un assistante ou un coach, mais un coach, bon, il va t'apprendre à le faire, et c'est toi quand même qui va le faire, mais ça reste une option pour déployer quelque chose. Moi, je sais que les endroits où je bloque, quand je bloque sur un truc, ah, je sais qu'il faudrait faire ça. Bah, par exemple, le fameux tunnel de vente, tu as déjà entendu parler? Bon, bah moi je trouve qu'au niveau technique c'est un peu compliqué. Heureusement j'ai un collaborateur qui m'aide vraiment là-dessus, qui me le fait, du coup c'est trop bien. Du coup ça me donne de la créativité. Là je viens du coup de créer un mini programme sur se libérer du regard des autres avec l'EFT et l'auto-hypnose. Tu vois, en 10 vidéos, petit truc vraiment petit prix, petit produit, petite offre et tout. Mais tout le boulot du tunnel, j'aurais jamais pu le faire tout seul, c'est parce que j'ai quelqu'un qui me complète. J'aurais pu le faire tout seul, j'aurais pu, mais j'ai pas de prédisposition, tu vois, à rentrer dans la technique. Ça me... Ah, c'est comme la compta, tu vois. J'ai un comptable, je jette tout en vrac, avec du retard. C'est pas bien, hein, ne faites pas ça, les auditeurs. Mais et en plus, voilà, il est à la fois doux et à la fois il est sévère, tu vois, le comptable. Il arrive à me canaliser. Mais moi, tout seul, non, je ne le fais pas. Je ne remplis pas ma déclaration d'impôt. Je paye pour qu'il le fasse. Et je lui dis, je te paye le prix que tu veux, mais ça, je ne le ferai pas. Parce que je déteste, en fait. Donc, et oui, mais si j'arrive à m'équilibrer, ça c'est un peu le côté peut-être des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais équilibrer sa vie où les choses nécessaires pour mon développement, il y a des trucs très contraignants, on va pas se mentir non plus, hein, quand on est entrepreneur, parce que c'est le mot, on est à notre compte, on se gère, donc on n'a pas de salaire et tout ça, on gère nos revenus, il y a des trucs contraignants. Et au départ, quand on se lance, c'est qu'on veut être que dans notre hypnose, dans notre accompagnement et tout. C'est ça qui nous fait rêver. C'est pas de faire la compta, de gérer, de payer l'URSSAF et compagnie, et les charges et tout. Donc, si on arrive à être vraiment du focus, c'est un mot que tu as dit tout à l'heure, dans ce qui nous, là où on est génial, zone de génie. Et du coup, bah, de générer un peu d'argent avec ça et de payer des gens pour faire les choses qu'on a du mal à faire et que ça continue à nous développer, que ça vienne pas non plus amputer notre trésorerie et tout, parce que c'est bien facile de dire ça, mais eh ben, ça peut être une voie aussi. Moi, je sais que je l'ai saisi, quoi. Quand j'ai fait croiser des gens qui avaient l'air d'avoir des talents que je n'ai visiblement pas, j'ai dit, tu veux pas qu'on fasse une petite collab là sur un truc Et notamment sur la technique, hein. Pour moi, j'ai eu des défis techniques, hein. Bon, voilà, par exemple. Hmm. En tout cas, voilà, ça résonne fort. C'est vrai que je passe parmi celles et ceux qui nous écoutent, mais à côté un peu, j'aime bien apprendre et faire les choses. Tu vois, j'avais codé mon propre site internet à l'époque en HTML. Un truc un peu techos, mais de petites mains, tu vois, sans forcément avoir la hauteur. Et du coup, côté un peu laborieux, répétitif. Et bon, aujourd'hui, tu vois, tu peux faire des sites internet assez facilement. Il se trouve qu'en l'occurrence, j'ai enfin passé le pas de le faire faire par quelqu'un de professionnel. Euh, Bon, après, effectivement, il faut trouver, c'est un investissement. Probablement qu'on peut avoir une espèce de myopie où quand tu vois l'argent qu'il faut sortir au moment de le faire, bah, tu peux ne pas avoir envie de le faire et te dire que tu vas y arriver tout seul. Et en même temps, effectivement, il y a des enjeux qui sont techniques où comme dirais-je, j'ai interviewé Anna Gallet, elle disait, voilà, on peut apprendre, il y a plein de podcasts, il y a quand même beaucoup de ressources, mais voilà, c'est de l'énergie, il faut avoir envie. Il faut voir si on a suffisamment de plaisir ou de non-déplaisir à le faire pour pas que ce soit bloquant. Et bon, en tout cas, voilà, tu viens en plein dans le cœur de cible de plein de mes enjeux. Donc, merci pour ça. Et encore un truc,
qu'on n'a pas du tout abordé, mais ça me vient en pensée, c'est aussi le prix du coup de son concept. Parce que tu vois, quand enfin, toi, après moi j'ai pas de référence, que je connais que toi qui fais ça, donc je trouve ça cool, au moins il y a pas de, c'est original quoi. Je parle encore que de dégustation sous hypnose, hein, parce que c'est c'est le truc que j'avais vécu à Paris, accompagné par toi et ta collègue. Bah, la valeur du truc, ça reste toi qui la détermine. Et donc, en fonction de à qui tu le proposes, du niveau de standing, des budgets que peuvent avoir les boîtes, les châteaux, enfin, faut voir. Mais des fois, quand un truc il est justement amélioré constamment, affiné constamment avec le feedback des clients, avec la vraie compréhension de leurs demandes, que ça peut s'intégrer des fois dans d'autres concepts, j'en sais rien, dans des séminaires ou dans des trucs un peu plus, voilà. Ben, le pricing, on est étonné des fois. Les prix des choses, quoi. Des fois, je me dis, enfin, il y a peut-être des moyennes, mais il y a aussi ouais, des trucs. Je fais, ah ouais, quand même, hein. Il y en a qui vendent des coachings à 10 000 euros, tu vois. T'es là, ah ouais, d'accord, hein. Euh, bon, donc des conférences aussi très chères, tu vois, donc des ateliers après. Je sais que c'est un autre sujet et qui challenge aussi pas mal les gens qui proposent même au début, quand ils s'installent, le prix, combien, comment je me positionne, tout ça, c'est aussi un sujet parce que ça reste un enjeu important dans une activité professionnelle, hein, c'est clair et net. Et ça vient concaténer pas mal d'enjeux différents. Pour la dégustation sous hypnose, c'est vrai que nous, on avait voulu un prix assez bas pour le grand public. C'était une cinquantaine d'euros pour 2 heures avec deux vins dégustés et de deux intervenants. Le but, c'était de rendre l'expérience accessible. C'est clair que maintenant, notre positionnement, on veut plutôt remonter, entre guillemets, l'échelle de valeur et plutôt viser des gens qui sont plus des consommateurs de luxe, et quand quelqu'un peut mettre 5 ou 10 000 euros dans sa bouteille de vin au restaurant, tu peux pas lui vendre une expérience à 50 balles, quoi. Il y a, entre guillemets, un problème de positionnement à cet endroit-là. Après, c'est vrai que tu vois, moi, je sais que j'ai les mêmes tarifs et ça me pose question en cabinet que quand j'ai commencé. Alors, quand Ok. j'ai commencé, j'étais à 90 euros, donc j'étais peut-être cher pour un jeune hypno. Et maintenant, je suis à 90 euros alors que j'ai 12 ans d'expérience et que je suis formateur. J'ai je sais pas, en termes, quand je consomme un soin, moi, 90 euros, j'y réfléchis à deux fois, tu vois, alors que je m'estime dans une frange de la population où je suis pas le moins bien loti, loin s'en faut. Euh, donc c'est vrai que voilà, les positionnements très chers aussi, enfin, ça se défend évidemment. Après, il y a voilà, plein d'enjeux, ouais, de vision de la société. Moi, c'est vrai que faire en sorte que le soin, l'accompagnement soit pas réservé uniquement aux gens qui ont vraiment les moyens, ça me paraît important. Mais disant ça, il y a plein de gens pour qui 90 euros, ils les mettront jamais dans une séance d'hypnose, quoi. Ouais. Même si paradoxalement, ils dépensent 10 ou 20 euros de tabac par jour, ou peu importe le prix de nos problèmes, entre guillemets. Justement, sur ce rapport à l'argent et positionnement, à nouveau, je sais pas si c'est les bonnes questions à te poser, mais si tu avais un petit tips ou tu vois un éclairage qui peut aider les gens à justement encore mieux se connaître et se positionner, parce que ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est, si je reboucle avec la pratique généraliste, c'est que ça peut faire sens. En tout cas, déjà, il y a des gens qui peuvent la maintenir toute leur vie, et pour décider de ce que tu aimes faire et de ta zone de génie, il y a des moments où il faut un peu tâtonner aussi, il faut essayer des choses, à moins qu'encore une fois, tu aies une compétence dans ta vie précédente et que tu veuilles t'aligner avec ça, mais tout le monde n'a pas ça. Donc, pareil pour le prix, ou j'imagine qu'on peut tâtonner un peu. À nouveau, une question qui n'en est pas une, je te laisse te débrouiller, pas Si, simple. si, si, non, mais le prix, je pense que c'est en lien au niveau psychologique avec la valeur qu'on se donne. Donc avec l'estimation de soi, pas forcément en tant que personne, mais en tout cas en tant que la valeur de ce qu'on fait. Et il y a du coup à la fois une espèce d'estimation interne et aussi, on en revient à ce terme qui est clé, d'assumer que ça a une valeur et que ça a un coût. Et après, je pense que plus en fait on se spécialise et plus on devient du coup bon parce qu'on on se concentre, donc on y passe du temps, de l'énergie, donc normalement notre qualité devient, on devient on devient un peu le spécialiste potentiellement de notre domaine, le leader de notre domaine, et on peut se challenger, nous et aussi les gens qui nous côtoient, avec des tarifs qui évoluent vers le haut si ça fait partie de notre vision de vie, parce qu'il y en a d'autres, ça ne fait pas du tout partie de leur vision et c'est ok, tu vois. Moi, je sais que ça m'a challengé, ça me challenge.
Mon programme, tu vois, quand j'ai ouvert les portes il y a du coup un peu plus d'un an, bon, j'avais annoncé que c'était une offre membre fondateur, mais c'était 1 200 € de TTC pour 3 mois d'accompagnement plein, tu vois, avec 2 rendez-vous par semaine, avec 2 séances aussi individuelles, 2 rendez-vous de groupe par semaine, 2 séances individuelles en plus dans le programme et tout, donc ça faisait plus une plateforme avec beaucoup de vidéos et tout ça. Mais j'avais annoncé que c'était vraiment un prix membre fondateur, et c'est vrai que du coup je l'ai augmenté. Là, je suis au quatrième lancement, et aujourd'hui c'est plutôt 2 500 € l'accompagnement, et ça s'adresse pas tout à fait aux mêmes personnes, du coup. Il y a des gens, ouais, bien sûr, avec ce tarif-là, ils adoreraient. Bon, alors c'est pour ça que aussi je sortis un tout petit produit là qui va sortir à 47 € sur se libérer du regard des autres, tu vois, avec des vidéos et tout. Mais je pense que c'est des gros sujets. En vrai, je suis pas spécialiste du rapport à l'argent. J'ai réussi à évoluer, j'ai réussi à faire évoluer mes clients des fois là-dessus, d'oser. En fait, moi, des fois, mes clients, ils en sont au stade de je passe du gratuit au payant, quoi. C'est-à-dire, je suis passionné par un truc, j'ai fait quelques formations, mais bon, j'en fais bénéficier que mes collègues et mes amis et ma famille, tu vois. Et waouh, ah, mais ça peut avoir une valeur, tu vois. Des fois, ils en sont à ce stade-là. Et ben ouais, ça se teste. Par contre, ce que j'ai envie de recommander, c'est de pas hésiter, tu vois, des fois à se challenger en disant bah voilà, ça vaut tant. Et même si on n'est pas très à l'aise avec notre prix, de pas se dire ah bah non, mais comme je suis pas très à l'aise, je vais pas le proposer. Non, au contraire, faut y aller en n'étant pas très à l'aise. Et puis en voyant ce qui se passe en face, et puis petit à petit par le mécanisme qui est mon grand mécanisme de transformation que j'enseigne, c'est de l'exposition progressive et répétée, puisque des fois ça nous fait peur d'assumer un tarif. Bah, la seule méthode, c'est d'y aller, quoi, c'est de l'essayer. Tout en étant, encore une fois, en rougissant, en disant son prix au début, bah, c'est pas grave, hein. C'est comme la première fois qu'on prend la parole en public, si on rougit et qu'on tremble un peu, bon, bah, on rougit, on tremble un peu, hein, on va s'en remettre et puis on va le refaire, on va le refaire et on va le refaire. Et puis le tarif, il peut s'ajuster avec le marché, Après, moi, vraiment, j'ai pas de formation à la base, commerce, économie et tout, mais dans mon domaine, je le vois aussi avec mes collègues qui ont des programmes d'accompagnement, ben, ça reste un sujet de personnel de notre rentabilité par rapport à ce que ça nous coûte. Moi, j'ai pas mal d'intervenants, j'ai pas mal de collaborateurs, donc ça me coûte, et de fou, je suis rentable. Et puis, du côté psychologique de, ok, bah, est-ce que des gens, ils sont ok d'investir 2 500 pour un accompagnement de 3 mois, dense, où bien sûr, je vais délivrer mon maximum, et souvent, ils ont une transformation au bout, mais les gens, ils achètent que ça, quoi. Ils achètent que là où ils se voient, en fait, tu vois. Donc, c'est ça aussi la psychologie de l'acheteur par rapport à la psychologie du vendeur. La psychologie du vendeur, c'est est-ce que je vais en donner assez, en quantité, si je vais faire 20 modules plutôt que 10, parce que je veux me faire un prix, et l'acheteur, lui, il veut son résultat, en fait, hein. Si tu lui fais en 5 modules, ça ira très bien, pourvu qu'il l'ait, tu vois. Donc, ça, c'est des trucs aussi que j'ai essayé d'explorer ces dernières années, de comprendre, de me voir moi comment je réagissais aussi en tant que client, parce que je consomme aussi, tu vois, des accompagnements qui me font évoluer, que je paye. Donc, du coup, quelle est le mécanique qui fait que je vais payer des fois quelque chose cher, même si à ce moment-là, bon, j'ai d'autres priorités, ou que je suis pas non plus, mes comptes ne sont pas non plus dans le vert fluo, hein, toujours, hein, donc, mais que je vais quand même investir en mode investissement, ça aussi, tu vois, c'est un autre truc. Et puis, ouais, c'est pas, mais chaque sujet nous permet d'aller creuser. Et il y a vraiment un aspect psychologique avec la valeur. Vraiment, je reviens là-dessus, mais la valeur qu'on se donne. Et je crois qu'il faut le tester, il faut l'oser en fait. C'est un petit peu d'audace aussi, parfois. J'ai l'impression que c'est un peu le serpent qui peut se mordre la queue. Il faut avoir suffisamment de confiance pour tester, et c'est en testant qu'on développe la confiance. Probablement que tu peux avoir voilà, un petit tips ou deux, ou ouais, des petits décalages qui peuvent aider. Juste sur le prix, je crois que c'est Richard Bandler, donc le co-créateur de la PNL, qui proposait des séances à tarif unique, enfin pas des séances, des accompagnements à tarif unique, chers, genre 2000 $, et en disant, moi j'ai un engagement de résultat. Donc si votre phobie, je vous en libère en 10 minutes, bah, c'est 2000 $ les 10 minutes. Si ça prend 5 ou 10 séances, bah, c'est 2000 $ les 5 ou 10 séances. Et si j'y arrive pas, bah, je vous rembourse. Ah ouais. Et à nouveau, il faut imaginer les clients qu'on peut avoir qui répondent à ce genre de propositions. Il faut quand même des gens qui soient prêts à mettre ce tarif-là. Est-ce qu'on est prêt, nous, en face, à assumer les conséquences d'un tel positionnement? Mais ça ne m'est pas laissé insensible de se dire, dis donc, c'est une promesse forte. Je crois que Tony Robbins aussi, il expliquait dans un de ses séminaires qu'il a un peu commencé comme ça, en faisant du garantie, réussi ou remboursé. Bah, la garantie, c'est une des options sous le coup de marketing
pour mettre les gens en confiance. Et moi, je fais une garantie, hein. Là, j'ai testé, je fais une garantie. Si vous n'êtes pas content, même au milieu de programme, vous me le dites. Et je suis pas content de rembourser les clients et qu'ils s'en aillent, mais si eux, ils sont pas contents dedans, ce qui arrive très rarement, pas contents ou qu'ils ont d'autres problèmes qui font qu'ils peuvent vraiment, vraiment pas suivre, bah, je préfère quelque part, à l'intérieur, je leur ai fait une promesse et ils me demandent, il n'y a pas de petite souligne tu vois, parce que tu as les garanties fake aussi. Donc moi je dis non, non, si vous pouvez plus un moment, que voilà, même si vous avez consommé, même si vous êtes venu au coaching et tout, c'est pas grave. Et ça les aide à passer à l'action. Et pour l'instant, voilà, et moi, la plupart, ils arrivent au bout en étant vraiment profondément heureux. Il y en a même qui refont. Donc ça, c'est quand on est un peu, alors soit sûr quand même le plus sûr possible de sa proposition. Et c'est là que, tu vois, je reviens un peu les trucs avec l'hypnose aussi, comme on l'a appris à l'école, c'est que bon, bien sûr, et c'est vrai, hein, obligation de moyens, pas de résultats, on peut que promettre ça, honnêtement, des moyens. Mais plus on va se connaître un symptôme, et plus du coup on va pouvoir dire aussi, ah non, mais là, de toute façon, vous, avec votre profil, bah, en fait, je vais pas avoir de résultat, donc on n'y va pas. Ou alors, ah ouais, je vois le résultat. Et en fait, on se rapproche quand même d'un pourcentage de gens vraiment satisfaits parce qu'on on se spécialise, on se bonifie, on se rend de plus en plus compétent en fait sur des sujets on devient enfin, meilleur en meilleur. C'est comme, je sais pas, moi, pour par exemple l'arrêt tabac, j'en ai fait des arrêts tabac, mais je suis pas spécialiste et moi-même, j'ai jamais été un fumeur qui a dû arrêter de fumer. Donc, j'en ai fait plein qui ont fonctionné, plein qui n'ont pas fonctionné, tu vois. Mais ça me passionnait pas plus que ça. Donc aujourd'hui, c'est sûr, j'irai jamais là-dedans parce que c'est plus du tout mon créneau. Mais il y en a vraiment qui m'ont imprimé comme ça, une séance. Et la magie dont tu parlais tout à l'heure, même si moi je suis là, tranquille avec la magie, mais quand même, eux, pour eux, c'était magique. Ils m'ont envoyé plein de gens. Mais si j'étais devenu spécialiste du tabac, j'ai une copine, moi, qui est tabacologue, hypno, tu vois, qui a en plus un compte vraiment Insta, un compte, ouais, un TikTok aussi très fort et tout, et elle a écrit un livre là-dessus et tout, et du coup, bah, je me dis, voilà, c'est vraiment le focus, et on apprend énormément de choses sur la physiologie, sur le comportement, sur la psychologie, ouais, bah, sur, euh, sur tout ce qui fait que c'est comme un diététicien nutritionniste. Je pense qu'il est des fois un peu plus légitime pour accompagner des vrais TCA en complément d'un psychothérapeute qu'un hypno qui sort de sa petite formation de 3 jours sur l'anogastrique virtuelle, tu vois, si je devais être un peu provocateur sur les bords. Parce que on a de la souffrance humaine en face, qu'on a tellement de facteurs qui créent des troubles du comportement alimentaire et des troubles du poids, du métabolisme, qui sont pas juste tu manges trop et tu fais pas assez de sport, quoi, tu vois, ça peut être donc, je dis ça parce que là, je sors en plus de formation avec des diètes nutritionnistes, donc je suis un peu imbibé de ça. Et voilà, donc ouais. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant d'aller approfondir et on est dans une ère où il y a de plus en plus ouais, de praticiens de développement personnel. Donc, ça crée une forme de multiplication des offres et des possibilités. Ce qui n'est pas simple, c'est un vrai challenge pour ceux qui veulent se professionnaliser là-dedans aujourd'hui. Et en même temps, je me dis dans mon optimisme que ça peut et nous aider à justement trouver des fois une espèce d'identité un peu plus marquée, qui nous différencie des autres et qui fasse qu'on soit meilleur que les autres là-dedans et du coup reconnu. Et qu'en plus on ose communiquer un peu plus là-dessus. Ouais, bon challenge. On va pas s'ennuyer. Génial pour aller dans le sens de l'optimisme. Effectivement, j'ai l'impression que le marché s'est densifié. Il y a beaucoup plus de gens qui s'installent. Et évidemment, c'est vrai que maintenant, il y a des hypnos un peu partout, donc probablement qu'il y a un peu plus de boulot pour justement arriver à créer sa place ou trouver sa place. Dans les aspects positifs de cette démultiplication, c'est qu'aujourd'hui, l'hypnose est devenue un peu mainstream, quoi. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus connu des gens. Avant, c'était vraiment la dernière roue du carrosse. Les gens, ils faisaient de l'hypnose quand ils avaient tout essayé ou pour le tabac. Aujourd'hui, il y a des gens et d'ailleurs, c'est peut être problématique, qui, plutôt que d'aller voir un psy, vont commencer par faire de l'hypnose, ce qui peut poser d'autres questions d'ailleurs. Donc voilà, je crois que le gâteau est plus grand et il y a plus de gens qui souhaitent se nourrir. Euh, Là où je résonne assez fort avec ce que tu proposes, c'est que c'est vrai que à chaque fois que j'ai fait des ateliers sur une thématique, à minima, alors je suis peut-être pas allé jusqu'à me spécialiser vraiment sur une thématique en particulier, même si aujourd'hui, je dirais que l'anxiété, crises d'angoisse, j'en accompagnais pas mal et donc commencer à développer une forme de compétence et de reconnaissance. Mais c'est vrai que le travail
de préparation, de lecture, de réflexion, pour répondre à certains enjeux. Tu développes de la connaissance, tu développes de la compétence. Après, si en plus tu es amené du coup, à communiquer dessus, que tu as de plus en plus de gens qui viennent, bah, effectivement, avec la stat, mine de rien, il y a aussi l'expérience incompressible, c'est faut les faire, ces accompagnements, pour savoir ce qui marche, etc. C'est bien de lire des bouquins, mais c'est quand même les vrais gens, et en fonction de comment ils s'en saisissent et ce qu'ils en font, qui fait la différence. Et je me rends compte que ça m'a beaucoup aidé, tu vois. Je sais pas, on parlait de la chance. Bah, je sais que maintenant, dans ma tête, chance, j'ai cette définition, mélange préparation et opportunité. Bah, si on parle de la chance ou de l'optimisme, j'ai fait des ateliers sur l'optimisme. Bah, j'ai plein de trucs à raconter sur l'optimisme, bah, parce que je les ai bossés, tu vois. J'ai fait des ateliers sur le stress, la fenêtre de tolérance, la dimension aidante du stress, etc. Donc en tout cas, sans aller jusqu'à la spécialisation absolue qui peut faire un peu peur, c'est clair que je vais dans ton sens, bosser sur des thématiques et voilà, les approfondir, développer de la connaissance, anticiper des stratégies, permet, je crois, à minima d'être plus efficace, de vérifier si ça nous plaît, et après, effectivement, peut-être d'en faire un vrai domaine de compétences exclusif si on veut aller jusque-là, quoi. Voilà, voilà, si on veut aller jusque-là, ou après, des fois, on peut avoir aussi, je pense, enfin, s'autoriser à avoir un panel de propositions, mais qui ait des points communs entre elles, parce que c'est vrai que, bon, sinon, je vais dire, ça peut perdre un peu des fois nos clients, et même nous, parce que dans l'éparpillement, qui est chez certains de mes clients et chez moi, des fois un ennemi, mais il y a aussi de la richesse. C'est comme dans le perfectionnisme, tu vois, le perfectionnisme, ça peut être un ennemi quand ça nous paralyse, mais malgré tout, ça invite à améliorer les choses et à les rendre de mieux en mieux. Donc, moi, je me questionne encore sur ces sujets, mais j'ai vraiment certaines de mes étoiles qui sont tellement éparpillées quand j'ouvre leur site web. Je fais, bah, déjà, je comprends rien, donc déjà, il faut remettre de la clarté. Donc, il y a 17 offres, choisis-en 3 en fait. Et communique là-dessus, qu'on t'identifie, quoi. Qu'on t'identifie. Et, euh, et au moins, c'est clair que si je parle de cette personne, je peux penser à, comment dire, dans ma vie, dans ma tête, elle est câblée à un truc. Alors, ok, c'est un peu limitant, mais au moins, c'est une spécialité. Et puis, quand je croise d'autres gens, je peux dire, ah, t'as ce problème, bah, je connais telle personne, et paf. Alors que si tu dis, je connais un hypno, bah non, j'en connais 1000 en fait. Donc, du coup, puis je sais même pas où ils sont géographiquement, donc je sais même plus. Alors que telle personne, telle spécialité, c'est, ouais. Moi, je sais que et je sais que ça a été dur pour trouver tu vois, du coup, pour le coup, mon positionnement, parce que moi, alors, dans le côté éparpillé, j'ai le côté comédien, le côté humour, le côté chant, le côté chevaux, le côté EFT, le côté hypnose, le côté permaculture, enfin bon, ça c'était des périodes, hein, entre guillemets, enfin j'ai des chats et tout, et donc réseaux sociaux avec un côté lifestyle, avec un côté pro, tout mélangé quoi. Et on m'a déjà dit ça, hein. Je me souviens d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, une amie qui m'a dit, c'est tout mélangé sur tes réseaux, je n'y comprends rien, je ne m'y retrouve pas. Et je me suis dit, ok, c'est vrai, on va pas dire que c'est faux, c'est totalement vrai. Mais quelle est la colonne vertébrale de tout ça? Est-ce qu'il y en a une? Et donc j'ai fouillé, fouillé, il y avait cette thématique de se libérer du regard des autres, d'assumer un peu bah, tout un tas de facettes au final, et pas de les revendiquer, mais ouais, de les assumer, de les partager. Et derrière, du coup, d'oser ouais, assumer une forme, je pense, de différence, une touche un peu audacieuse, d'où le côté, tu vois, oser briller, mais qui va changer, enfin qui change de termine, parce que en vrai, j'ai pas le droit de l'utiliser, c'est déjà pris, donc bref. Je- Ah ouais, Quelqu'un m'a dit dommage. attention, bah j'avais déposé Osons briller et c'est trop proche d'un autre truc qui s'appelle Oser briller, donc j'ai dit d'accord, je change, mais bref, c'est quand même ma promesse derrière, j'ai beaucoup aimé ces termes, je les ai trouvés vraiment jolis. Assumer d'avoir envie aussi d'être vu, d'être un peu admiré, assumer une part narcissique, assumer d'avoir un peu d'ego, et que ça soit pas aussi tabou que ça, et qu'on peut aussi avoir un grand cœur et aussi être très altruiste et contribuer au monde tout en ayant envie à un moment donné un peu de show, un peu de paillettes, un peu de fun aussi et de rire dans ces univers qui des fois sont un peu durs, hein, de l'accompagnement, de la psychologie, tout ça. Donc ouais, moi j'ai passé plusieurs mois hein, à chercher hein, pour tester un truc qui soit cohérent. Et bon, bah aujourd'hui, du coup, c'est mon positionnement et enfin, je me plais à le faire et je me plais avec les clients que j'ai. Et ça, c'est vraiment le gros marqueur. Et puis, j'ai des retours qui me disent, waouh, merci, quoi. Donc, on sent qu'on est à notre place, quoi. Les fois où j'ai donné des ateliers d'hypnose classique, autant te dire que c'était pas ma zone de génie, hein. J'ai des fois donné des trucs comme ça dans des formations. On m'a dit, tu veux pas nous faire
le petit atelier hypnose classique comme t'en as fait, parce qu'évidemment j'ai tout fait, puisque touche à tout. Ah bah je dis oui, 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 parce qu'évidemment je disais oui à tout. Je me souviens une fois, c'était un beat total, quoi. J'ai essayé de faire des trucs d'hypnose classique et tout. J'étais tombé sur une nana qui voulait pas, quoi. Enfin, que ça marchait pas. Du coup, j'étais là, bon, normalement ça fonctionne, hein, donc. C'est là où tes personnages de comédie et d'humour reviennent. Ouf, Ouais, heureusement. ouais, ouais. Bah, c'est vrai que Et du coup, bon voilà, c'est pas du tout ma zone de génie. Bah tant mieux, je le sais, point à la ligne, tu vois, c'est pas tout faire non plus, mais et du coup, voilà, il y a de la cohérence, en tout cas. Enfin, j'ai essayé de l'avoir. Ce qui est sûr, c'est que le travail, la répétition, l'expérimentation sur des sujets précis et répétés est aussi de nature à développer la confiance en soi. Tu vois, confiance en soi, pareil, j'ai une définition qui est assez limpide. C'est un sentiment de sécurité qui est lié à nos compétences. T'as pas confiance en toi pour piloter un avion parce que t'as jamais pris un cours de pilotage, c'est pas un problème, c'est normal. Par contre, il y a les compétences existantes et il y a la capacité d'acquérir de nouvelles compétences, d'apprentissage. Et donc, quand les gens ont des compétences techniques et qu'ils n'ont pas confiance en eux, c'est qu'il y a un décalage entre leur sentiment d'insécurité et leurs compétences. Et parfois, les gens, ils peuvent manquer de confiance en eux dans leur capacité à développer les compétences. Et donc, dans tout ce que tu dis, effectivement, si tu as fait un petit peu d'hypnose classique parce que tu es touche à tout, que tu as lu des bouquins et que tu as essayé quelques trucs, c'est pas une compétence suffisamment forte pour justement avoir cet ancrage qui fait que non, mais moi, j'en ai fait 50 000 en fait. Comme Antoine Garnier dit, moi, des lévitations du bras, mais j'en ai fait tellement que c'est une formalité le truc. Et du coup, je sais que ça va se faire. Et cette confiance qu'on peut avoir en nous, dans l'outil et dans l'autre, est, je crois, une suggestion très importante, peut-être beaucoup plus que la technique. Et ça me rappelle, j'ai fait un spectacle d'hypnose dans une entreprise et j'en avais fait deux des spectacles d'hypnose, mais plus avec des potes. Et voilà, je connais les techniques, mais bon, voilà, là, j'ai pas beaucoup d'expérience. Et ça a dû se sentir. Et j'ai eu du bol parce qu'il y a un type dans toute la salle qui a voulu jouer le jeu et qui a fait le spectacle devant tous ses collègues. Et il a été drôle. Il a été un cerf qui trouvait une biche dans la forêt. Enfin, ça a été un super spectacle, mais j'ai serré les fesses parce que je suis passé à ça que le manque de compétences se traduisant dans un manque de confiance, se traduisant dans un échec des suggestions, me mettent à poil par rapport à la presta, sachant que moi, ce que j'avais commencé par vendre, c'était plutôt un éclairage sur les techniques d'hypnose, d'hypnothérapie, pour mieux communiquer avec les autres et avec soi-même. Et ouais, c'est super, très bien, mais vous pouvez nous faire un petit spectacle quand même? Oui, bien sûr, on peut. Et voilà, donc j'ai eu un peu chaud, quoi. Donc voilà, je me reconnais dans ce que tu racontes. Et à nouveau, probablement que la focalisation sur une thématique, pendant un certain temps en tout cas, peut-être même pas exclusivement, mais si tu dis, tiens, 80% de mes séances, je travaille sur le stress, je vais faire que des trucs sur le stress, euh, bah, ça développe de la connaissance, des conceptuels, de l'expérience, et fait que tu sais que ça marche avec la plupart des gens, et cette confiance assoit ta capacité à influencer les autres positivement, quoi. Ouais, ouais. Moi, je pense comme ça et je pense même qu'en tant que client, je vais avoir tendance à aller choisir aussi des praticiens en fonction de mes demandes où je vais avoir, on appelle un peu des fois aussi de la preuve sociale, c'est-à-dire tout d'un coup, ok, Hmm. je sens qu'ils sont, je pense en tout cas qu'ils sont spécialisés, qu'ils sont spécialistes du truc, ou en tout cas vraiment enfin, bien aguerris quoi dans le problème du coup qui est le mien. Il faut que je me reconnaisse dans le problème, que je sache qu'en fait ils en ont sous le pied pour m'aider quoi. Et ouais, je pense qu'il y a un élément là, chez tous ceux qui, pour l'instant, voilà, développent. Et ils ont peur, hein, parce que les gens ont peur, du coup, de se spécialiser parce qu'ils ont l'impression que ça les coupe d'une certaine partie de la population. Ce qui est pas faux, mais il y a une phrase que j'ai beaucoup entendue et tu vois, je la prends pas à brûle pour point comme ça, comme si c'était une vérité absolue, mais on dit quand ça parle à tout le monde, ça parle à personne. Et en fait, si venez faire de l'hypnose pour vous sentir mieux dans votre vie, bon, bah, qui a pas envie de se sentir mieux dans leur vie? Alors, sauf ceux qui sont déjà en état d'éveil et de bonheur absolu permanent, bon, tant mieux, j'en croise pas souvent. Sinon, on a toujours envie de se sentir un petit peu mieux, tu vois, on a toujours un petit truc. Mais moi, si je vois passer ça en promesse, je suis là, bon, ok, mais c'est-à-dire quoi? Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'est cette fameuse zone où tout d'un coup on est ça vient mais il y a presque un truc mystérieux dans notre mission de vie de l'ampoule qui s'allume sur là où on est bon parce que tu vois l'exemple de l'hypnose classique bon tu le fais ça marche parce que tu peux le faire et ça marche ça peut être un peu le coup de bol et tu fais ah trop bien et tout puis après tu refais ça marche pas même quelqu'un qui est très bon et qui veut développer si on questionne des hypnotiseurs de spectacle je pense qu'ils ont eu plein de bides dans leur vie de même que des humoristes moi quand j'entends Blanche Gardin qui raconte ses bides
je me dis, waouh, merci d'oser nous dire ça, parce que pour moi, c'est la reine absolue, et d'entendre que des fois, elle a même été coupée de certaines émissions tellement elle avait bidé, je trouve ça magique, quoi. Je me dis, ah bah si ça t'arrivait à toi, ça me détend, quoi, parce que du coup. Et néanmoins, avec le côté, moi, si le premier échec ou le premier truc inconfortable me fait du oh, c'est bon, ça me saoule, j'en fais plus, bah c'est que c'est pas ma zone, quoi. Voilà, j'ai testé, c'est pas. Ou c'est juste du loisir, ou c'est juste du. Mais c'est vrai qu'il y a ces endroits où on sent un. Je sais pas, un truc, moi je sais, ouais, ting, ça s'allume quoi. Et Bien même quand quand c'est, même. même si j'ai des clients avec qui c'est dur, je vais pas dire que 100% des clients qui sont venus dans mes programmes depuis un an, j'en ai quand même eu, bah, du coup, en 4 sessions, là je pense que je suis presque à 70, tu vois, en tout. Ouais, je vais avoir une cinquantaine dans les 3 premières, et puis là, ou 65. Je peux pas dire que tous 100%, bah déjà là le quatrième groupe il est en cours, mais ils arrivent où ils ont totalement tous leurs objectifs absolument remplis à 100%, mais ils ont tous fait un vrai pas en avant, ça c'est clair, sinon ils auraient arrêté au milieu, ils auraient dit hop. Et quand ils sont pas allés au bout, je me dis pas, bon, ça me saoule et tout, je me dis, qu'est-ce qui manque là? Qu'est-ce qui a fait que là? Quel est le petit truc où j'ai pas trouvé, ou alors il a pas trouvé, ou. Et je prends des nouvelles, moi, en plus, je les lâche pas, je leur envoie un petit message de moi, ça va? Et où là le. Et ouais, j'aime bien même avoir des entretiens avec eux en plus comme ça, voilà, un appel pour vraiment faire le suivi parce que j'aime, ça me nourrit et ça fait un vrai suivi client. Et ce truc-là, je connaissais, je l'avais pas connu avant quand je faisais vraiment du entre guillemets du tout symptôme. J'avais un petit côté quand c'était fini les séances à la fin. Au début, j'étais très très enthousiaste les premières années. À la fin, je me souviens que j'avais un peu d'essoufflement à y aller et c'est pour ça aussi que Ouais. j'ai bougé. Je préfère les groupes. Moi, je sais que fondamentalement, je suis mieux avec les groupes qu'avec l'individuel. Et voilà, sur ce sujet, hop. Aujourd'hui, c'est ça. Après, ça peut bouger aussi, hein. Ça peut bouger, hein. Mm. J'ai l'impression que tu nous aides à nous rapprocher d'une matière qui est complexe et qu'on entend souvent, tu sais, soyez authentique, soyez vous-même, les autres sont déjà pris, Oscar Wilde, etc. Et c'est plutôt vrai. Après, ça peut vite faire un peu, comment dire, si ce n'est injonction paradoxale, en tout cas, ça se décrète pas vraiment, tu vois, se trouver ou se connaître, il y a quand même un travail, une exploration. Mais j'ai l'impression que tu nous invites un peu à ça avec tranquillité, en mode, bon, ben voilà, c'est OK de commencer généraliste, on peut même décider de rester généraliste parce que ça nous correspond bien. Il y a des thématiques qui peuvent nous intéresser, qu'on va creuser plus avant, quitte à en faire une spécialité exclusive. Et voilà, j'ai un sentiment, je ne sais pas si j'arrive à bien mettre les mots dessus, mais que finalement, les éclairages que tu nous donnes nous invitent voilà, à aller avec douceur et tranquillité, mais quand même tonicité, enfin quand même force aussi, aller au contact de cette matière qui fait qui nous sommes pour peut-être mieux la connaître, l'expérimenter, la tester dans différents contextes, dans différentes pratiques, et pour finalement un peu par l'expérience et l'exploration saisir et sentir là où on va pouvoir briller, quoi. Donc j'espère que tu vas Mais trouver un nouveau nom de programme qui va être mieux encore que le précédent. là, pour l'instant, il s'appelle Ose-le, mais je pense que la prochaine version, j'ai envie de l'appeler En Lumière. Ça me vient régulièrement. J'avais hésité entre les deux, et c'est toujours le même programme, hein, c'est juste le titre qui change à chaque fois, mais ça, c'est mon côté. Hop. Faut que mon côté varié et diversifié s'exprime quelque part. Ça s'exprime dans le titre, mais c'est toujours la même promesse derrière, c'est passer de l'ombre, pas de l'ombre spirituelle, mais de je suis caché dans mon placard à je m'expose et je passe dans la lumière en mode visibilité en fait. Ça c'est mon truc. Mais du coup, ce que tu as dit juste avant, c'est exactement ça, c'est le truc à retenir. C'est-à-dire que la clarté se fait en expérimentant. Donc on écoute les conseils des uns des autres. Quand on sort de l'école, on n'a pas de conseils là-dessus, on n'a que des conseils pour faire une bonne hypnose, hein, une bonne Et induction, encore, un mais bon oui, normalement ça protocole, va. une bonne suggestion post-hypnotique. Oh là là, bon, je sais, j'ai enseigné ça pendant 10 ans. Bon, et après, c'est ben, maintenant je fais comment? Comment je fais pour m'installer? Bon, bah, alors il y en a quand même, heureusement, même au niveau juridique, quel statut je prends, comment je fais avec mon cabinet, tout. Moi je leur dis, bah, déjà vous ouvrez un compte Zoom, déjà vous commencez par là. Hein, quoi? Mais ça marche par Zoom? Bah, ça coûte moins cher qu'un cabinet et au moins vous commencez déjà avec des clients, ou vous allez chez les gens, ou vous les recevez dans votre salon, hein, vous rangez un peu, mais on commence pas par louer un cabinet 600 balles par mois avec zéro client. Sinon, là, c'est directement de l'auto. C'est comment se foutre toi-même dans la merde. Bon, bref, donc ça c'est déjà des trucs, mais on nous l'enseigne pas forcément. Et après, c'est clair, expérimenter et aller au contact des autres et faire savoir et oser, 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 parce que tout ça, ça fait un peu peur. Et même un sujet où on avait parlé un tout petit peu sur Messenger ensemble, mais oser animer des choses de groupe, que ce soit des conférences, le mot est pompeux, mais c'est pas une conférence comme si on était docteur en sciences humaines,
On peut faire un atelier gestion du stress avec un petit groupe dans une association bénévole, dans un truc un peu alternatif, dans une biocoop qui propose des trucs le samedi matin, j'en sais rien. Proposer en fait, et puis avoir 15 personnes qui viennent, ou 5 ou 20 qui payent 2 balles, ou zéro, et se faire faire sa pratique, s'essayer avec le track, parce que si on l'a jamais fait, bah ça fait peur. Bon. Et puis des fois, faire une rencontre avec qui on va papoter 15 minutes à la fin et qui peut devenir un client parce qu'il a eu le match. Ou qui va en parler à sa belle-sœur qui viendra dans 2 mois. Bon. Et ça, c'est mieux que de rester chez soi à se demander, ah mince, mince, et à s'angoisser dans le ne rien faire. Donc voilà. Et moi, je recommande, je l'ai fait, hein, je l'ai fait clairement, et je suis allé toquer à la porte d'un restaurant à Clermont, qui était un peu alternatif. J'ai dit, ça vous intéresserait pas? Je me souviens de mon état avant de toquer à la porte, quoi. J'étais là, j'avais dit que je le faisais, j'y vais, hein. Elle me dit oui, je dis bon, bah on met une date, paf, et puis on planifie le truc. Et il y avait un côté où c'était réussi, il y avait un côté où c'était un peu fiasco parce que c'était gratuit. Elle avait communiqué quand même sur une page Facebook avec du monde, et il y avait 20 places dans le truc. Et sauf qu'il y avait 50 personnes qui se sont pointées. Donc on fait le truc, il y en avait 30 dehors qui étaient pas contents, quoi, tu vois. Du coup, je le refais après à 20 euros. Et à 20 euros, il y en avait 5. C'est drôle, tu vois, donc c'est des tests. Au début, bah, c'était 20 ou 25, c'était plein, tout le monde s'asseyait par terre, sur les tabourets, partout. Bon, moi je fais mon truc, ok. Mais du coup, après, je parle avec des gens, je crée des liens, j'ai des abonnés, mais des abonnés que je connais, pas juste des abonnés cliqués par des trolls pour dire j'ai tant d'abonnés, tu vois, des gens vraiment avec qui tu vas avoir de l'échange. Et après, même dans les 5, quand j'en ai eu 5, il y en a une, après, elle s'est formée à l'hypnose, une psychologue que tu es venue faire parce qu'elle avait vécu l'atelier. Donc, pas avec moi, parce qu'à ce moment-là, je formais pas. Mais ça aurait pu, tu vois. Enfin, je veux dire, et c'est vraiment des. On ne sait pas les conséquences qu'ont les choses, et c'est que en expérimentant. Ça, c'est. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est du bon sens, mais alors. Quand on ne sait pas, on y va, on teste, et on fait. Et on fait, on fait, on fait, parce que. Sinon, il se passe rien du tout. Si, il se passe un peu la boucle anxieuse d'être dans sa tête et de raisonner plutôt sur les peurs versus aller les confronter à la réalité, se rendre compte que la plupart du temps, finalement, ça se passe bien et que quand ça se passe mal, c'est en l'ayant vécu et en l'ayant traversé qu'on peut vraiment en apprendre. Moi, c'est vrai que dans ma manière de transmettre, j'essaye d'aider les gens à anticiper, je pense sur les effets hypnotiques. Anticiper s'il se passe bien, bon, il n'y a pas trop de sujets, mais s'il se passe moyen ou s'il se passe mal, de sorte à ce que si tu es préparé et que tu as des pistes de réaction quand la situation n'apporte pas satisfaction de prime abord, c'est hyper rassurant en fait. T'es pas genre j'ai fait un truc, ça a foiré, c'est j'ai fait un truc, ça n'a pas réagi comme je pensais, et du coup je peux m'adapter en fonction de comment ça réagit. Et je trouve que dans ce que tu dis, après, je n'ai pas vu le temps passer, donc il va falloir qu'on s'apprête à bientôt se dire au revoir, mais c'est génial parce que tu as déjà commencé à donner plein de pépites et de conseils. Et je trouve un mélange de stratégie, ce que j'appelle, je vais un peu piquer à Laurent Bertin ce thème, où je l'ai entendu chez lui, stratégie de la générosité. C'est-à-dire, on va pas tout rentabiliser, on va parfois donner un peu de son temps, on va parler, on va rappeler un client alors que c'est pas facturé pour donner de la valeur. Et j'ai l'impression que peut-être de manière un peu prosaïque, il y a des biais de réciprocité. C'est-à-dire quand on nous fait un cadeau, on se sent redevable en retour. Donc, mais moi, je le fais du cœur, hein, la stratégie de la générosité. Tu vois, là, ces entretiens, bon, je te donne un peu de visibilité si tant est que tu en aies besoin. Moi, j'en prends un peu parce que j'ai la chance d'interviewer des gens qui en ont un petit peu. Mais au fond, moi, ce qui m'anime à la base, c'est de me dire, tiens, ça va te donner du contenu à des gens à qui ça va être profitable. Et je crois qu'en fait, bah, quand tu fais gagner les autres, ça nous fait grandir tous ensemble. Donc un côté générosité, puis un côté expérimentation tranquille. Euh, Justement, peut-être un peu vers le mot de la fin, si tu avais un conseil pour aider les gens, parce que oser, bon, encore une fois, tu as tout un programme de 30 jours, ça peut pas se résumer en un conseil, mais peut-être ce qui, toi, t'a aidé, ou ce que tu aurais aimé entendre plus tôt dans ta pratique, un petit levier pour se dire, allez, je passe à l'action, quoi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc de cet ordre-là dans ce que tu nous partages. Tu veux que je te dise le truc que j'ai regretté de ne pas avoir fait dès le début? C'est très drôle, c'est très concret. Quand j'ai créé mon premier site web, je me souviens, c'était un pote qui s'appelle Adrien aussi. Adrien Lepogam, que tu connais peut-être d'ailleurs, Oui, bien sûr, ouais, super. et qui m'a On le fait mon salue site. d'ailleurs, si jamais il nous écoute. Ouais, 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 oui, c'est toujours un de mes meilleurs amis. Et il m'a dit, tu veux faire une newsletter ou cliquer un bouton pour les newsletters, pour que les gens s'abonnent? Et je fais, bon, non, non, je peux pas faire ça, je sais pas faire. Donc, j'ai pas mis cette option. Et en fait, il y a, du coup, tous les gens qui passaient sur mon site, ils avaient aucun moyen de laisser un email. Sachant que ça, c'est une richesse, en fait, pour travailler, d'avoir les emails des gens qui viennent travailler chez nous.
Et aujourd'hui, il y a même des stratégies qu'on va appeler de lead magnet, c'est-à-dire on fait un petit produit gratuit et les gens, ils laissent leur email et en contrepartie, ils ont le petit produit gratuit qui peut être un audio d'hypnose, qui peut être une vidéo sur la gestion du stress ou un e-book ou des 7 conseils pour je sais pas quoi, peu importe, il y a plein d'idées. Et je pense que je suis passé à côté de centaines ou même peut-être parce que pendant des années, j'avais pas, et même quand le documentaire est paru, j'avais pas de quoi. Donc je me dis, tiens, une belle liste de gens intéressés par ce qu'on fait, avec qui communiquer. Donc premier conseil, je dirais c'est ça. Alors c'est facile à dire, mais c'est pas trop compliqué à faire, mais il faut quand même aller mettre l'option quoi, sur son site web ou sur son hébergeur de site. Et deuxième conseil qui va avec, de temps en temps de faire un mail aussi, mais un vrai mail qui vient du cœur de nous, qui apporte des choses, qui crée du lien, et parce que c'est une façon qui est directe, une liste d'emails, c'est vraiment à nous, c'est pas un réseau social qui peut bugger un jour où on peut se faire planter. Et voilà, donc ça c'est un petit conseil, si c'en était qu'un par rapport aussi au rayonnement et à commencer, ne serait-ce que prendre les emails déjà des gens qui viennent chez nous en séance et puis ou qu'on croise et de temps en temps pouvoir envoyer un mail de valeur, c'est se rappeler qu'on existe. Et j'ai beaucoup de mes clients qui n'osent pas faire ça et je trouve ça dommage parce qu'en fait quand on reçoit des mails de trucs qu'on aime bien, on aime bien les lire et quand ça nous saoule, on se désabonne en un clic, donc il n'y a pas de souci en fait. Voilà, bref, ça c'est je sais pas si tu as une base mail, mais Si ça me met face au fait que n'étant pas le mec le mieux organisé et structuré, j'ai récupéré plein d'emails, je fais plein de formations en visio, etc. Donc souvent quand les gens s'inscrivent, j'ai quand même les emails. J'avais un truc justement pour faire des newsletters, mais j'ai pas encore développé la discipline et la rigueur. Et c'est vrai que mais tu as répondu. Moi, ça me saoule à faire et ça me saoule un peu à vivre, ces trucs d'Internet et tout ça. Et du coup, je sens un frein chez moi à le proposer aux autres. Mais tu as raison, parce que les newsletters que j'aime bien, je les lis, et les autres, soit je les lis pas, soit je me désabonne. Et là où moi je pêche un peu, c'est qu'effectivement, euh, moi je suis bien dans l'instant, alors je peux me lancer dans un nouveau truc, créer du contenu. Par contre, structurer, mettre une stratégie à 6 mois ou à un an et me dire, tiens, je veux une newsletter toutes les semaines, ça c'est un truc où dans mon mindset, c'est moins facile à mettre en place. ouais, mais alors du coup, entre ça, parce que ça c'est tout à fait le piège, là tu rentres complètement dans mon client idéal qui me sort des trucs comme ça, c'est qu'entre j'ai pas de fichier, tu vois, de tag concret avec, je sais pas, 500 ou 1000 adresses, parce que hop, et je fais une newsletter toutes les semaines, tous les lundis à 10 heures, entre ça et ça, il y a en envoyer une de temps en temps quand ça nous pique, et même quand on a quelque chose vraiment à dire, genre j'anime un atelier. Tu vois? Et c'est-à-dire qu'avoir une base mail et même moi, pendant longtemps, j'ai envoyé un mail tous les 6 mois, hein, juste pour dire, ah, c'est le congrès EFT, je suis au congrès EFT, cliquez sur le lien. J'en ai envoyé 3 dans la semaine, pendant la semaine du congrès, et après, plus rien pendant 6 mois. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire dans les recommandations marketing, mais je préfère ça T'as que raison. rien. Et rien, bah c'est rien, c'est et du coup, ça devient du perfectionnisme de vouloir faire. Et moi, aujourd'hui, j'en fais un peu plus de newsletter, mais je suis toujours pas régulier et je suis pas sûr que je m'y mette parce que, en vrai, la régularité, c'est aussi un défi pour moi. Mais par contre, quand je suis en lancement, la première fois que j'ai entendu le jour de ton webinaire, tu en envoies 4 le jour même, j'étais là, ça va pas la tête, je le fais, hein. J'en envoie 4, hein. Et il y en a qui me disent, non, on risque pas d'oublier le truc. Et puis il y en a d'autres qui me disent, j'ai pas reçu le lien. Je dis, putain, on aurait 4 mails, à un moment donné, le lien, je sais pas comment faire, moi, pour vraiment que vous le receviez, hein. Donc ça, c'est un truc de psycho... Enfin, et il y a des fois des gens qui sont venus clients soit d'un stage cheval, soit bah, d'un zébrier. Puis j'ai dit, comment vous m'avez rencontré? Ils me disent, je sais pas, je devais être dans votre base mail. Et puis l'autre fois, j'ai ouvert. Et puis, ah, j'ai fait, tiens, ça a l'air intéressant. Je fais, ah d'accord, donc lui, il sait pas comment il s'est retrouvé dans ma base mail. Moi non plus, parce que je crois que la première fois que j'ai dû la créer, j'ai dû même importer mes contacts Gmail en vrac, il devait même y avoir les impôts dedans et EDF, tu vois, dans les emails qui devaient recevoir mes trucs. J'étais, ah, mon Dieu, la famille, les grandes tantes, tu vois, la sœur de ma grand-mère qui reçoit mes mails. Bon, petit à petit, ça se nettoie, une base, mais entre rien et ça, bah moi je recommande, allez-y en vrac, on s'en fout, même si vous n'avez pas le RGPD, même s'il n'y a pas le truc pour... Au début, vous envoyez à 400 ou 30 personnes ou 300 personnes, vous n'allez pas finir en prison. Petit à petit, on améliore, on se met aux normes, on met les bons petits boutons, on fait les choses bien, les conditions générales, tout ça, mais ça, c'est du rayonnement, ça, c'est de la visibilité. C'est pas le faire, je trouve, c'est se priver d'un truc tous les clients à qui je dis, bah, faites-le, envoyez un mail, même les ostéopathes, parce que ma dernière session, là, elle était pendant la période, elle a commencé début janvier, du coup, je leur ai dit, bah, faites déjà un mail de bonne année.
Bah, tous ceux qui l'ont fait, juste avec le mail de bonne année, ils ont eu des clients. Les ostéopathes que j'avais dans mon programme. Ah oui, d'ailleurs, merci pour vos vœux d'ailleurs. J'ai un peu mal au dos. Hop. Celles qui ont fait des vidéos de bonne année sur les réseaux sociaux en disant d'ailleurs, j'ouvre des places dans mon cabinet. Je vous rappelle que je fais de l'hypnose spirituelle. Toujours une réaction, toujours une prise de rendez-vous suite à ça. Et bon, bah, même si c'est que une, c'est déjà ça qui elle-même peut avoir la vie changée, en parler autour, développer. Des fois, ça fait rien tout de suite. Mais c'est des graines qui sont semées pour l'après. Voilà. Bon, je argumente sur mon truc. Parce que c'est du vrai contact. Enfin, c'est du contact. Et quand ça saoule, c'est immédiat. On se désabonne immédiatement, ce qui est bien. Comme ça, au moins, on sait que cette personne, on la saoule. Bon, c'est pas très agréable, mais au moins. Moi, j'ai des amis qui se désabonnent, hein, mais je suis là, bah, c'est sympa. Mais en vrai, je suis pas, mais c'est pas mes clients, tu vois. Donc, bon, à un moment donné, si je veux leur faire un mail perso, j'envoie de Gmail. Si j'envoie un mail pro de ma base mail, bon, ils le voient que c'est un peu plus pro. Ça les saoule, ils se désabonnent, c'est franc. On revient à ce qu'on disait, on l'a pas dit comme ça, mais de polariser. Et c'est vrai que vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. En tout cas, c'est être très fade ou de pas avoir d'aspérité, de prise d'identité quelque part. Et inversement, bah, voilà, si on se positionne et qu'on est clair, bah, les gens qui nous aiment, qui veulent bosser avec nous, bah, ils savent avec qui ils vont bosser, ils sont contents. Et puis les gens qui nous aiment pas ou qui veulent pas avoir de nos nouvelles, bah, comme tu dis, ils se désabonnent. Et à la limite, il vaut mieux que ce soit bien clair dans un sens comme dans l'autre, quoi. Et ça arrive même que des gens se désabonnent et se réabonnent 2 ans plus tard parce que bah là, le sujet les intéresse. D'un coup, ils nous revoient passer sur une publi réseaux sociaux, sur un truc, ils font ah, ils recliquent, ils reçoivent un lead magnet qu'on a fait qui est sympa. Moi, j'en ai fait un qui s'appelle la méthode cadeau, où je fais un petit protocole où il y a de l'hypnose et de l'EFT, tu vois, pour aider à se libérer aussi du regard des autres et à oser s'exposer. Bon, bah, c'est en 4 étapes, c'est gratuit. Du coup, ils reçoivent. Je fais une séance à une vraie cliente, puis après, il y a un extrait d'un atelier que je donne en live, et tu vois, ça fait 2 vidéos. Et bon, des fois, je reçois des mails super, les gens, ils ont adoré et tout. Des fois, j'en ai qui téléchargent juste, et puis, il n'y a pas fait des abonnés le lendemain, tu vois, dès qu'ils reçoivent. Très bien, c'est le faire savoir. Ça fait partie du faire savoir artisanal, enfin artisanal avancé quand même, mais voilà, moi c'est un petit conseil de rayonnement que je trouve, c'est bien de, dès le début, si on crée son site et tout, de penser à ça, parce que moi je l'ai pas fait et j'aurais bien voulu qu'on me l'explique avant, je savais même pas à quoi ça servait, je savais même pas qu'on pouvait faire ça, rien, je savais rien. Et deuxième conseil, en parler vraiment, avec sa voix, avec les gens autour, les gens physiques de son Oui. réseau. C'est ça aussi. Sinon, si vous restez secret, on va pas du tout venir vous chercher, les gens, pas du tout. C'est vraiment ce que je ressentais dans ce que tu disais, un côté, euh, ouais, on est un peu nos premiers et probablement nos seuls commerciaux, à moins de vraiment développer une activité où on peut avoir des gens qui font cette activité-là. Et effectivement, en tout cas, moi, j'ai l'impression de l'avoir fait un peu spontanément au long cours. Ben voilà, tu rencontres avec, dans un commerce, un moment, au parc avec les enfants maintenant. Et en plus, on a la chance sur l'hypnose ou les métiers d'accompagnement ou toi, là, de ce que tu proposes en termes de prendre sa place, prendre la lumière, on est sur des thématiques qui sont quand même, enfin, qui ont des chances de venir faire résonner avec les gens. Puis il y a des gens, tu leur dis hypnose, oula, ça m'intéresse pas. Bon, ben, c'est pas grave, on n'en parle pas, il n'y a pas de sujet. Mais donc voilà, une espèce de générosité dans la présentation, parce qu'on apporte du contenu. Les gens, c'est nouveau souvent, et puis on leur offre des pistes, si on passe un peu de temps avec eux. Et puis, c'est pas mal de graines semées au vent, j'ai l'impression. Parfois, t'en as qui germent tout de suite, parfois, t'en as qui germeront pas. Comme tu dis, je me rappelle d'un type qui est venu me voir en soirée. En fait, c'est bon, j'ai arrêté de fumer avec l'hypnose. Ah, d'accord, donc on s'est déjà parlé. Tu vois, et en fait, on avait fait une conversation d'un quart d'heure au téléphone. Et à l'époque, c'était pas le bon moment. Puis j'étais un pote bref, peu importe. Et c'est plus tard qu'il est passé à l'action et voilà, on a été une étape sur le chemin des gens et c'est très chouette aussi. Et puis j'entends aussi pour créer du contenu, pas forcément viser le contenu parfait, mais réutiliser des contenus existants, faire une petite vidéo, réutiliser quelque chose pour Faire, apporter de la valeur, quoi. faire et optimiser par rapport à ce qu'on se dit des fois, c'est j'optimise, je fais vraiment bien avant Ouais. de rendre public. Les emails, moi je mets toujours, il y a toujours une faute d'orthographe qui traîne dans mes mails et je vais pas dire que je m'en fous. Si je la vois, je l'enlève, mais je préfère cliquer sur envoyer plutôt que de me dire ah, je vais repasser encore une énième lecture et tout. Le jour où je sortirai un livre chez un éditeur, oui, il faudra que ça soit, il n'y ait pas de faute parce que ça sera. Mais là, un petit mail, ça n'empêche pas les gens. Même ma mise en page, c'était une cata jusqu'à ce que j'ai une assistante qui m'aide à faire des belles mises en page et tout. Mais c'est petite Ouais. optimisation, point par point, on y va.
Là, j'en suis au stade dans mon programme où elles se mettent tout à la vidéo, là, donc je les ai invitées à s'interviewer tout en se filmant, et après à passer dans un petit logiciel qui découpe tout seul les reels, et ça fait déjà des trucs, c'est déjà des premiers jets, c'est marrant. Et pourvu que le message, déjà, on parle de ce qu'on aime, de ce qu'on connaît, et que ça vienne intéresser ne serait-ce qu'une personne, et ben, je dis, si on en a envie, très important, si on n'en a pas envie, alors là, il n'y a pas de sujet, mais si on en a envie et qu'on n'ose pas, bah, ou encore pire, si on sait même pas qu'on peut, aussi facilement que ça, des fois c'est l'idée. Elle dit, je suis pas à l'aise face cam. Bah, j'ai dit, tu te fais interviewer par quelqu'un et tu te filmes en même temps. Ah bon? Oui. Ok, elles ont toutes fait. C'était le challenge de la semaine, là. Tac. Et du coup, ils adorent. C'est trop bien. Et après, certaines publient directement. Et c'est des graines semées après, bah, pour que les graines se germent. Il y a d'autres petites choses, hein. Des fois, il y a des choses qui sont propres à nous, d'arroser. Puis il y a des choses de la météo, du contexte, de plein de choses. Donc on n'a pas non plus le pouvoir sur tout, mais déjà ça fait sortir de sa zone de confort, développer des habiletés, se mettre à jour sur les outils modernes qui existent, et si on rentre pas du tout dans ce game, fou là là, ouais, c'est pas simple. Déjà quand on le fait, c'est pas toujours simple, mais alors quand on le fait pas, Sauf avoir un positionnement très marqué en disant, voilà, moi je suis plutôt le bouche à oreille sur mes séances et je communique pas sur les réseaux. Après, c'est vrai que pour lancer une pratique, c'est ouais. Bah, impossible, mais j'en c'est un autre. connais, j'en connais qui vivent vraiment de bouche à oreille, mais alors sur des thématiques, moi je pense que j'en connais peut-être, allez, un, déjà c'est un médium, genre, donc c'est très mystérieux. Et puis alors, du coup, entre guillemets, c'est tellement spectaculaire ce qu'il fait que c'est vrai que quand quelqu'un sort de son cabinet, il en parle direct à 10 personnes, tu vois. Donc des gens qui sont très 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 doués, d'un naturel très 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 discret, ça peut être des espèces d'exceptions qui jouent aussi la carte de moi je suis invisible partout, on peut pas me trouver sur internet, on me trouve nulle part, c'est vraiment un numéro qui se passe sous le manteau, mais globalement le bouche à oreille pour en faire une stratégie pas simple quoi. Sinon, il faut carrément vraiment dire aux gens ou motiver les gens à en parler de vous, mais sinon, c'est vraiment par l'excellence, quoi, tu vois. Euh, bon, déjà, c'est bien si on est excellent, hein. Moi, j'ai eu pas mal de bouche à oreille aussi dans mon départ, mais bouche à oreille aussi, donc cabinet, mais ce qu'on disait là, c'est aussi en dehors. C'est-à-dire, j'avais des copines psychiatres, psychanalystes et tout. J'étais tellement passionné, j'en parlais tout le temps, puis d'un coup, je leur fais une séance pour leur faire découvrir la dernière protocole que j'ai appris, la dernière méthode, et elles trouvent ça génial. Et le lendemain, elles m'envoient trois patients, parce que bon, bah, elles sont un peu au bout avec eux, et qu'elles se disent, elles sont pleines, parce que bah, psychiatre, de toute façon, ils ont le cabinet rempli, psychanalyste, bon, elle aussi, elle avait du monde. Et ça s'est fait aussi comme ça, tu vois, ma clientèle au départ. Mais ça vient j'ai vraiment dû dérouler tout le film, me dire comment j'ai fait pour me développer au début. Bah, une espèce d'enthousiasme de partager le truc. Même dans ma famille, j'ai fait des séances à ma cousine, même à mon père, donc qui m'a une fois envoyé un de ses amis, tu vois. Donc c'est quand même rigolo. C'est hyper inspirant. Il faut malheureusement qu'on s'arrête là, Oui. Benjamin. Non, mais je pourrais parler des heures avec toi et j'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre cet enregistrement d'une manière ou d'une autre, Avec parce que j'ai l'impression qu'on touche plein de richesses. J'espère que parmi toutes les pépites que tu as la générosité de semer au vent de cette interview, il y en a certaines qui résonnent déjà fort pour nos auditeurs, auditrices. Je les invite, n'hésitez pas à liker, commenter, interagissez avec nous, posez-nous des questions. Je mettrai évidemment tous les liens pour retrouver le travail de Benjamin. Et voilà, on espère vivement que ça a été un moment inspirant, que ça a donné plein de pistes et que aussi au niveau émotionnel, ça vous booste pour passer à l'action, oser, tester des choses, rencontrer, parler et puis advienne que pourra, j'ai envie de dire. Je te laisse le mot de la fin. Bah écoute, déjà merci, c'est vraiment cool cette initiative, c'est audacieux aussi de créer un podcast, d'oser aller demander à des gens, de quel est le rendez-vous, tout ça, a l'air de rien, quand on l'écoute on se rend pas compte, mais il y a un petit peu de mise en, voilà, de mise en place aussi derrière. Donc bravo pour ça, parce qu'il y en a plein qui disent ah j'adorerais faire un podcast, et ils le feront jamais. Donc toi tu le fais, donc ça c'est top. Et puis bon bah je sais pas si tu continues de faire des ateliers dégustation hypnotique, mais déjà moi j'invite les gens, si un jour tu le proposes au grand public, donc restez attentifs parce que c'est vraiment cool. Donc j'en ai un très très bon souvenir et je fais encore des pratiques que tu m'avais appris dans cet atelier avec le champagne, d'écouter les bulles là à l'oreille, en fermant les yeux, en m'imaginant le terroir et tout. J'ai encore ça qui est resté gravé, donc je te le dis et vraiment c'était très original et j'adore ce genre d'initiative et de concepts originaux. Je trouve ça top. Voilà, bref. Donc bravo pour ça et pour ça. Et merci. Merci du fond du cœur, merci de ta générosité, du temps passé avec nous aujourd'hui et à très bientôt pour toi et à toutes celles et ceux qui nous écoutent également. Bah écoute, avec grand plaisir. À bientôt.